Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 146e édition, enregistrée le 5 avril 2018. Aujourd'hui, on va discuter de la version Blu-ray 4K de The Last Jedi, ainsi que de tous les bonus qu'il contient. Je suis Danny Pépin et je serai accompagné aujourd'hui de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Danny. Et de Jean-François. Salut Jean-François. Bonsoir, Danny. On s'est parlé il n'y a pas très longtemps, donc votre WhatsApp devrait être plutôt bref. Donc, est-ce que vous avez fait côté Star Wars ou si vous avez eu des coups de cœur Star Wars cette semaine? J'ai écouté le Blu-ray. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Puis j'ai vu les merveilleuses publicités de Solo qui ont commencé chez Denny's avec les cartes qui ont été offertes, puis on n'en parlera pas plus parce que spoilers. Ah, il paraît qu'il y a un gros spoiler qui est sorti aujourd'hui. Ouais. On peut juste pas en parler. Ouais, c'est non, ça. pas à cette émission. Toi, Jean-François? Pas grand-chose comme ça. J'ai écouté le film de Last Jedi sur 4K, puis je continue à peinturer mes figurines de Legion. Cool. De mon côté, vous avez peut-être vu, j'ai fait une petite partie de X-Wing miniature, et j'ai décidé de... Tu sais, sans être sérieux, de faire 2 escadrons inspirés de la bataille de Dakar. Donc au début de The Last Jedi, vu que c'était le long week-end avec le Blu-ray, etc., la sortie du Blu-ray. Fait que moi et ma conjointe, on a joué une petite partie pour simuler la bataille de Dakar. J'avais les rebelles avec le bombardier de la Résistance, Poe Dameron, puis un A-Wing. Ma conjointe avait Kylo Ren dans son TIE Silencer avec 3 TIE Fighters du Nouvel Ordre, Premier Ordre. Et la Résistance a gagné de justesse. Seul le bombardier a survécu, surprenamment. Mais c'est quand même intéressant. J'ai aussi fini le livre, c'est pas un roman, mais le livre Cobalt Squadron, donc qui est un peu l'histoire de Paige Tico et Rose Tico, les deux sœurs qu'on voit au début, qu'on voit dans The Last Jedi. Et si on parle de coup de cœur de la semaine, définitivement la publicité de Denny's, qui donne vraiment une ambiance de cantine, que j'espère que c'est très 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 proche de ce qu'on va voir dans Solo, parce qu'il y a beaucoup de créatures et tout que tu fais pas autant d'efforts pour une annonce publicitaire. Vraiment. Donc d'après moi ça va être vraiment pas tiré tel quel du film, mais vraiment probablement des scènes qui ont tourné lors du film spécifiquement pour l'annonce. Et bien sûr, fan de Lego, même si je collectionne pas le nouveau Y-Wing UCS. Arrête de torturer Genesis. Ouais, non, c'est ça. Qui a l'air vraiment cool, là. Ah, ça me tenterait tellement, mais bon. Non, budget et espace, une chose seulement. Je vais jouer à X-Wing. Exactement. Et voilà. Mistakes were made, comme tu dis, Seb. moi, j'ai décidé de collectionner les Lego. Mistakes were made. Exactement. Ouais, c'est pas un petit peu plus large comme produit à collectionner. Donc, nos émissions les plus récentes, au moment de l'enregistrement, on a un Star Wars en direct express où Sylvain nous a offert ses commentaires sur le Blu-ray suite à son invitation chez Disney France. Donc, il a fait un petit aperçu rapide. Nous autres, on va essayer d'aller plus en détail dans la version complète de l'émission. Et puis aussi, la semaine dernière, on a enregistré un Star Wars en direct littérature numéro 23 où est-ce qu'on a parlé de la novélisation de The Last Jedi par Jason Fry. Et je veux mentionner 2 erreurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous le dit, les 2 erreurs qu'on a fait.
Parce qu'on avait le film de mémoire. Pour moi, la dernière fois que je l'avais vu, c'était en janvier, donc j'avais pas revu le film encore. Donc, oui, Rey a les 2 parties du sable de Luke à bord du faucon. On le voit clairement, elle était ici, puis elle a les 2 mains, un morceau dans chaque main. Fait que c'était une des 2 erreurs que j'ai mentionnées dans les commentaires. Et puis l'autre erreur, c'est que oui, Snoke utilise le Force Lightning dans le film. C'est très bref, c'est même pas une seconde. Mais il électrocute Kylo Ren. Si vous regardez attentivement. Même dans le film, c'est là. Donc c'était les 2 erreurs. Je veux clairer ça parce qu'il y a plein de monde qui le mentionne, etc. Je l'ai mis sur YouTube. Dans l'article de l'épisode sur notre site web et sur Facebook, j'ai mentionné qu'il y avait 2 erreurs. Donc, c'est ça, les erreurs. Arrêtez de nous le mentionner, on le sait. On a revu le film après l'enregistrement de l'émission. Donc, c'est normal que notre mémoire a fait défaut à ce moment-là. On est humain après tout. On s'excuse. Et voilà. Donc, merci à nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on part en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, le sujet principal aujourd'hui, on vous parle du Blu-ray et 4K du film Les Derniers Jedi. Donc, le Blu-ray est sorti le 13 mars en version numérique seulement. Donc, ceux qui ont acheté la version digitale, ils l'ont eu plusieurs jours d'avance. Et puis, le 27 mars, en Amérique, la version en support physique est sortie. Je crois que c'est la version que la plupart des gens attendaient, dont moi. Donc, on s'est tous procuré ça. Sébastien, t'as été chanceux. T'as réussi à avoir un des derniers Steelbook, je crois. Non, c'est pas le Steelbook, non? C'est le cover que tu peux changer la photo du personnage que tu mets dessus. C'était l'exclusivité de Walmart qui contient le Blu-ray, le DVD et la version numérique. Okay. Mais je crois sincèrement que j'ai réussi à mettre la main sur le dernier à Montréal, sinon au Québec. Je sais pas ce qui se passe avec la distribution de ces éditions-là. Je suis extrêmement déçu. Et je sais que je ne suis pas le seul fan à avoir été déçu de la distribution des DVD, puis des Blu-ray. Il y a énormément de fans qui voudraient mettre la main sur les Steelbook chez Best Buy, mais les magasins Best Buy au Québec en avaient 4 par magasin apparemment. Okay. Ouais, puis online, ils étaient tous vendus en précommande. C'est ça. Donc la question qu'on peut poser à ce moment-ci, c'est qu'est-ce qui se passe chez Walt Disney Distribution Home Video au Canada? On espère qu'ils vont commencer à comprendre un peu le message puis faire un petit peu plus là, de ces éditions-là que les fans aimeraient beaucoup avoir sans nécessairement avoir à payer 10 fois le prix sur eBay. Là. Il faudrait que Disney aussi règle son problème, son conflit avec Amazon, parce que je trouvais ça assez lourd chiant, lourd d'être obligé moi, habituellement, je commande mes choses en ligne et puis là, je suis obligé d'aller physiquement chercher, prendre une pause à mon travail pour aller chercher le Blu-ray. Donc, j'aurais aimé ça le commander, mais on pouvait même pas le précommander sur Amazon. Donc, réglez vos problèmes, là, Disney et Amazon. Là. Ouais, puis quand ils l'ont eu en stock, ils le vendaient plus cher que n'importe où. Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Mais faut que tu fasses attention, Danny, parce que si tu prends des pauses sur ton travail pour aller acheter le Blu-ray, t'es en train de commencer ton entraînement pour Disney Run, là, fait que bientôt tu vas faire les courses pour avoir les médailles, là, si ça continue. J'aimerais bien. D'accord, donc on va commencer avec ce qu'on a pensé un peu. Moi, j'ai réécouté le film. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le réécouter ou juste plus les bonus. Non, moi j'ai écouté le film puis certains bonus, je les ai pas tous écoutés. OK. Moi, j'ai pas une télé 4K, donc j'ai écouté en Blu-ray, mais personnellement, je trouve que le son d'un Blu-ray, c'est vraiment toujours impec versus qu'est-ce qu'il y a à la télé ou quoi que ce soit. Là. Je suis tout le temps impressionné, puis l'image, même en Blu-ray, est exceptionnelle. Comme d'habitude, j'ai bien aimé revoir le film. Moi, je les ai écoutés avec les commentaires, donc j'ai eu seulement certaines scènes qui avaient le plein volume. Je vais le réécouter bientôt une autre fois seulement le film. Mais j'ai vraiment apprécié le film de base là, avec les commentaires.
Ouais, ben moi de mon côté, je l'écoute en 4K parce que j'ai une TV 4K. J'ai aussi avec mon système surround et j'avoue que c'est rendu pour moi, The Last Jedi, c'est comme le nouveau standard pour comme le démo à montrer aux gens, voir ton système, comment il fonctionne. Parce que côté vidéo puis même côté audio, là, c'est fort. C'est très fort. On va y aller plus en détail tantôt, là, mais c'est pour moi, là, c'est le nouveau standard. Okay. Puis l'image est vraiment exceptionnelle. Puis je trouve puis là, le fait qu'on n'est pas au cinéma, qu'on est à la maison, on remarque aussi plus de détails sur le film qu'on n'a pas pu remarquer au cinéma. Là. Est-ce que tu as fait des pauses sur certaines images? Ouais, et comme à un moment donné, je suis comme, oh, ok, attends une minute, je vais voir ça. Puis là, je le mets comme au super slow-mo juste pour le voir parce que c'est comme, wow. Mais non, c'est vraiment bon. Mm-hmm. Toi, Seb, t'as-tu... J'ai réécouté la version numérique. Mm-hmm. J'ai pas eu le temps d'écouter le Blu-ray, mais comme je suis le seul parmi nous trois qui ne possède pas sa maison, mais bien un appartement, je dois considérer mes voisins, donc je ne peux malheureusement pas me taper ce film avec le meilleur son possible, parce que je pense que ça dérangerait mes voisins. En effet. Mais je dois dire que quand même pour le Blu-ray au niveau des extras, j'ai été vraiment surpris de la qualité sonore puis de la qualité de l'image qui a été apportée dans les extras. J'ai été très très satisfait de ce côté-là, même si au final j'ai trouvé qu'il manquait peut-être une chose ou deux là, mais au niveau de la qualité de son et image là, ça c'était bien réussi là. Je suis très fier de ce que l'équipe de Lucasfilm nous a donné. Oh, clairement, ils ont quand même eu des grands standards de qualité, même pour les parties documentaires, donc c'est excellent. Là, vraiment, c'est clairement dans les meilleurs bonus que j'ai vus, là, personnellement. J'en regarde pas nécessairement beaucoup, mais clairement, c'est dans les meilleurs que j'ai vus. On va en parler justement de ces bonus-là. Il y a plusieurs bonus, il y a plusieurs featurettes. Le fameux grand documentaire de 90 minutes et plus. Et on a aussi 14 scènes coupées. Et puis, on a la piste audio commentaire de Rian Johnson par-dessus le film en tant que tel. La chose que je n'ai pas vue, qu'il y avait une rumeur, que j'ai essayé de trouver sur mon Blu-ray, c'est le film seulement avec la musique de John Williams. Est-ce que c'est seulement sur la version 4K ou c'est sur le Blu-ray aussi? Non, c'est sur la version numérique. Donc, tu prends ton code quand tu vas le mettre sur iTunes. Okay. C'est un des extras qui est spécifique pour la version numérique. Que tu peux regarder le film juste avec la trame sonore. Ok, donc il va falloir que je me le download, c'est bon. C'est ça, je me demandais, parce que je le cherchais sur le Blu-ray et je l'avais pas trouvé, donc je me demandais si c'était un oubli ou si c'était une version spécifique à un magasin ou quoi que ce soit. Puis non, ok, c'est bon. C'est la version numérique, c'est bon. Donc, le premier qu'on va parler, le premier featurette, que je pense que c'est une dizaine de minutes, s'appelle Balance of the Force, donc l'équilibre de la force. En gros, qu'est-ce que ça raconte, sans aller dans le détail, je vais laisser Seb en parler un peu plus, c'est vraiment le concept de la force pour Rian Johnson et comment il voulait le développer pour The Last Jedi. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé de c'est quoi les items principaux qui mentionnaient dans ce document, featurette-là? Quand je suis sorti de mon premier visionnement de The Last Jedi, j'avais énormément de questions. Je me posais tout plein de questions sur qu'est-ce que Rian Johnson voulait nous démontrer, qu'est-ce qu'il voulait dire par une chose ou une autre chose. Et une des questions que j'avais, c'est comment est-ce qu'il interprète la force. Je lui ai même posé la question sur Twitter et je n'ai jamais eu de réponse. Mais je pense qu'il a vu ma question puis il s'est dit je vais faire un documentaire juste pour lui puis on va le mettre sur le Blu-ray. Donc Rian Johnson explique un peu plus en profondeur comment est-ce que lui perçoit la force et comment est-ce qu'il perçoit la force dans la galaxie au moment de The Last Jedi. Donc il explique là vraiment comment est-ce que Luke se sent par rapport à la force aussi là-dedans, comment est-ce que Snoke se sent par rapport à la force, qui est Snoke par rapport à la force, etc. Et là ce qu'on comprend c'est que il s'est vraiment détaché du côté lumineux, côté obscur, puis il présente la force comme étant une force universelle, c'est une force globale, puis c'est elle qui lie vraiment toute la vie dans l'univers ensemble.
qui est, quand on revient un peu à Star Wars A New Hope, ce que Obi-Wan essayait d'expliquer à Luke. Est-ce que c'est un peu un retour vers A New Hope, un nouvel espoir? C'est pas impossible, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils reviennent, Rian Johnson revient un peu là-dessus, mais je crois que c'était vraiment intéressant d'avoir des réponses à ce sujet pour comment est-ce que lui percevait la force de manière vraiment universelle et pas nécessairement divisée en deux avec un côté obscur et un côté lumineux, mais quelque chose qui peut être toujours en mouvement, dans le fond, et qui peut changer là avec le temps. Donc c'est le fun de voir même que la perception de Luke de la force a un peu changé et qui commence à comprendre, puis que c'est un peu pour ça aussi que ils ont ramené Yoda, parce que Yoda lui répète les mêmes choses qu'est-ce qu'il lui répétait dans la hutte sur Dagobah. Puis Yoda dans le fond finit par lui répéter les mêmes choses, puis là Luke finit par comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il comprenne par rapport à la force. Et c'est vraiment intéressant là, de voir le concept de force universelle et non pas de côté obscur, côté lumineux, puis à quel point tout peut en découler. Et c'est un peu ça qu'on va voir dans une des scènes coupées aussi, que Luke vient qu'à expliquer à Rey que un Jedi se doit de laisser la force couler puis peut pas essayer de la modeler pour faire qu'est-ce qu'il veut faire avec. Donc ça c'est je pense que c'est ce qui rend ce petit extra-là de la balance de la force assez intéressant. C'est le nouveau concept de la force. Toi, JF, qu'est-ce que t'as pensé? Je l'ai pas écouté au complet, mais la chose de qu'est-ce que j'ai écouté, que j'ai retenu, pour moi, là, c'est quand il dit la force, c'est pas un super pouvoir, c'est pas un super power. Puis je pense que ça ramène un peu les choses sur Terre, parce qu'on l'a vu, tu sais, dans la prélogie ou dans la trilogie originale, la force, c'est comme les Jedi, c'est comme ils volent pas, ils sont pas capables de faire des affaires grandioses, mais on a été entre les trilogies, puis après la prélogie, on a été bombardés de choses comme les jeux Force Unleashed, où avec la force, t'étais quasiment capable de tout faire. Même les romans, c'était rendu que les Jedi, c'était quasiment comme des super-héros. Puis tout ça, fait que je pense, juste cette phrase-là, c'est comme, puis il l'a démontré dans le film, c'est qu'il ramène là, comme quoi que, ok, les Jedi, là, c'est pas des super-héros. La force, c'est pas là, quelque chose que tu peux tout faire comme tu veux avec. Puis là, c'est comme il met une limite. Puis je pense que c'est la chose qu'il faut retenir, parce que c'était comme ça avant. Mais dans les dernières années, on nous a tellement montré la force, tu sais, même dans Clone Wars puis dans Rebels, comme quoi que c'était vraiment là, comme tu peux tout faire avec ça. Tu peux tout, tu sais, juste avec un pouvoir de la force, t'es capable d'anéantir des vaisseaux, des choses comme ça. Comme je disais, ça a ramené des choses à terre, puis ramené comme, ok, je pense que vous avez oublié c'était quoi le concept de la force, là. Au départ, qu'est-ce qu'il dit, Johnson? C'est que il a décidé pour The Last Jedi de simplifier le concept de la force, puis il l'a dit clairement pour que les enfants comprennent. Il dit c'est comme une espèce de reboot de la force. Il faut ramener le côté mythique de la force pour que les futurs Jedi puissent surgir de cette nouvelle source-là. C'est comme un renouveau, là. Écoute, tout le long dans le film, là, forget the past, tu sais, Kylo Ren, il nous le dit tout le temps, là. Je pense que ça s'applique même au fandom, puis tout ça, au futur de la franchise. C'est comme, oublier le passé, on transforme un peu, il y a un nouveau concept maintenant. Vous l'avez dit tous les deux, Johnson veut montrer que la force, c'est l'énergie qui lie tous les éléments de la nature, puis que c'est pas nécessairement un pouvoir, un super pouvoir ou un pouvoir que tu manipules les choses. Comme on l'a dit aussi dans le dernier Star Wars en direct littérature, que même dans le roman, on montre que le but ici, c'est de laisser la force agir pour la force et non agir en tant que toi-même en utilisant la force. Donc, c'est le concept de laisser la force te guider. Puis, une affaire intéressante qui parlait aussi par rapport à ça, c'est en rapport avec Rey puis son origine. Il a mentionné brièvement qu'il faisait une comparaison avec Luke dans Empire Strikes Back. Il disait pour Luke, ses origines, ça a été très facile de les découvrir parce que Vader lui a dit. Il a dit « Je suis ton père ». Mais, dans The Last Jedi, il voulait pas que ce soit facile pour Rey. Il voulait que ce soit très difficile. C'est pour ça que on l'a pas su encore. Il veut que Rey travaille pour trouver son origine. On va voir si JJ va tout changer ça. Mais son but, c'était qu'il fallait qu'elle s'interroge autant sur ses origines, sur elle-même, etc. pour vraiment pas s'exprimer dans la force, mais découvrir elle-même dans la force.
Puis mon commentaire personnel, pourquoi que j'ai décidé que durant cette émission qu'on commence avec ce featurette-là, c'est parce que je crois que tous les gens, les détracteurs de The Last Jedi, ceux qui n'ont pas aimé le film, devraient voir cette featurette-là sur la vision de la force de Rian Johnson, parce que ça explique tellement la direction qu'il a pris, puis le choix narratif qu'il a pris dans le film. Juste ce petit 10 minutes-là, ça explique comment que lui voit les choses. Donc, puis ça exprime, il y a aussi plusieurs scènes qui ont été modifiées en fonction de ça. Puis ça, c'est démontré dans le documentaire, justement, là. Quand on voit Rian Johnson qui se dit, ah oui, mais on veut pas que le personnage de Luke fasse ça parce que ça va faire paraître la force comme un super pouvoir, puis c'est pas ça qu'on veut, tu sais. On veut pas qu'il fasse descendre la navette de Kylo Ren sur Crate, on veut qu'il attende patiemment, là. Donc, c'était le Featured Balance of the Force. Maintenant, on va aller aux scènes coupées, donc quelque chose que beaucoup de monde attend. On en a parlé un petit peu lors du dernier Star Wars en direct littérature sur la novélisation de Last Jedi, parce que, veux pas, ces scènes-là sont à l'intérieur du roman pour la plupart. Donc, Jean-François, peux-tu nous les lister puis faire une petite description rapide de chaque sans aller nécessairement dans le grand détail, puis on mentionnera un peu nos commentaires, nos extraits favoris dans tout ça. Donc, la première scène, c'est une ouverture différente du film. Donc, après qu'on voit le texte qui défile sur l'écran, la scène qu'on voit, c'est on voit les vaisseaux de la Résistance. Et on voit tout de suite Finn qui est comme dans son sou de Bacta, là, qui se réveille, comme on voit dans le film. Puis que là, il veut sortir, puis que là, tu sais, il enlève comme les tuyaux, puis là, il se vide du liquide, puis tout, qu'on voit dans le film. C'est juste que cette version-là, le film commençait avec cette scène-là, qui, honnêtement, ralentit. Moi, je trouve que ça donne pas le tempo du tout sur le film. Ça ralentit la cadence. Ça, c'était la première scène. Ouais, déjà, en partant, quand il se réveille, l'alarme est déjà en train de sonner. Vraiment, c'est comme... Puis en fait, la transition, c'est que après le crawl, t'as comme une planète, puis la planète devient l'espèce de dôme sphérique dans lequel Finn est. Donc ouais. C'est comme une transition weird, mais ça bat vraiment pas l'intro qu'ils ont choisi. Les points intéressants à remarquer de cette ouverture-là, c'est après le crawl, quand il fait son pan vers la planète, entre guillemets, le premier vaisseau qu'on voit, c'est une corvette corellienne. Ça, c'est cute parce que ça donne un clin d'œil à Star Wars A New Hope, au début d'un Nouvel Espoir. Et ça donne aussi un autre clin d'œil un peu à Gareth Edwards, là. Après ça, on continue le pan, puis là, on descend sur un dôme, puis on a l'impression que sur ce qu'on a l'impression qu'il est une planète, mais finalement, c'est pas une planète, puis c'est un dôme. C'est le dôme de diagnostic là, de la baie médicale. Bon, moi, j'ai l'impression que Rian Johnson s'est fait dire « c'est cute », c'est le fun, mais tu peux pas ouvrir le film comme ça parce que traditionnellement, on fait un pan sur des vaisseaux puis une planète. J'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'on n'a pas eu cette ouverture-là, mais je suis d'accord avec toi, c'est définitivement mieux que ça n'ait pas été le cas parce que ça l'aurait pas donné le bon tempo pour le film. Ensuite, nous avons une scène qui s'appelle Paige's Gun Jams. Donc, c'est une scène où on voit Paige, la sœur de Rose, qui est dans son bomber, donc si vous vous rappelez, il y a la queue du bombardier, il y a comme un canon, donc elle est testée avec le canon, puis son canon, elle veut tirer sur un TIE Fighter, puis le canon il est jammé, puis là il y a un TIE Fighter qui s'en vient vers elle, qui tire, puis là à la dernière minute elle réussit à tirer dessus, puis elle fait exploser le TIE Fighter. C'est une scène qui est pas très longue, puis qui est pas très utile non plus, je trouvais, qui apporte rien à l'histoire. Non, c'est ça, si on voyait pas son médaillon, parce qu'on le voit à un autre moment lors de la scène des bombardiers, mais si on voyait pas le médaillon ailleurs, ça aurait été bon de le garder pour voir le lien avec Rose, mais là on voit le médaillon ailleurs dans le film, donc de toute façon c'est juste un ajout qui était pas nécessairement nécessaire. Troisième scène est une des meilleures scènes, ça s'appelle Luke Has a Moment. Donc, une fois que Luke était sur Ecto, il parle avec Chewie puis Rey. Là, il vient d'apprendre qu'il est mort et tout ça. Il retourne dans sa hutte. Il ferme la porte pour pas que personne rentre. Puis là, il s'assoit. Puis c'est comme si, là, il pense à qu'est-ce qui est arrivé à Han. Puis là, il se met à pleurer. Puis dans le fond, il fait son deuil à Han. Puis en même temps, ça fait la transition à Léa,
qu'on voit qui est dans le vaisseau de la Résistance. Puis elle aussi, c'est comme si elle a fait son deuil elle avec. C'est comme si une connexion entre Luke puis Léa, tu sais, puis elle a fait son deuil en même temps à Han en même temps que Luke fait son deuil. La scène de Léa, on la voit dans la version finale du film, mais la façon que la scène a été montée, c'est comme on n'est pas trop sûr si elle fait son deuil ou si elle fait juste penser à qu'est-ce qui va arriver là dans s'il réussit pas à s'échapper. Ouais. Ou elle fait juste réfléchir à toutes les pertes qu'ils viennent d'avoir, etc. Donc, et les conséquences que ces pertes auront sur notre pilote favori. 4e scène. Poe, not much of a sewer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est Poe, il voit Finn et il lui dit, hey, il dit, j'ai coupé ton manteau, parce que son manteau il était fendu par le sable laser de Kylo Ren dans le Réveil de la Force. Puis tout ce qu'on voit, c'est que fait que Poe il donne le manteau à Finn, puis le manteau il est comme juste, tu sais, c'est comme des broches qui tiennent le manteau ensemble. C'est un peu drôle comme scène, mais encore une fois, ça n'apporte absolument rien au film. Mais ça dit qu'il était trop occupé à sauver l'univers et la galaxie, puis c'est pour ça qu'il a pas eu le temps de bien coudre le manteau. Ouais. L'autre scène ensuite, ça s'appelle It's Kinda Weird That You Recorded That. Ça, c'est juste drôle parce que ça a comme le punchline est drôle. Donc tu vois Finn qui est assis puis qui regarde le bracelet avec lequel Léa peut communiquer avec Rey. Donc il examine le bracelet puis là BB-8 il arrive à côté de lui puis il essaie d'attirer son attention, mais Finn il fait juste passer au bracelet. Puis là BB-8 il fait jouer le message de Rey qui lui parle à la fin du Réveil de la Force quand Finn il est comme inconscient. Puis qu'il dit on va se revoir tout ça, il donne un bec sur le front puis elle s'en va. Fait que là Finn il regarde BB-8 il dit c'est étrange que t'as enregistré ça, mais il dit là je comprends ce que je dois faire. Puis c'est dans le fond c'est comme si c'était ça qui faisait ah oui là je vais trouver Rey. C'est drôle, je veux dire ça va avec l'humour de BB-8, mais encore une fois ça l'amène à rien de nouveau au film. C'est juste une motivation supplémentaire qu'on voyait pas tout simplement. C'est ça. L'autre scène ensuite qui est très courte qui s'appelle The Caretaker Size Up Rey. Dans le fond, c'est quand Rey a tiré avec son fusil dans la hutte, ça a fait un trou dans le mur. Puis là, le lendemain, on voit les caretakers d'Acto qui sont en train de réparer la hutte. Ben là, elle passe, puis là, tu vois le caretaker qui le regarde puis qui fait un air de comme, tu sais... Un air bête. Ouais, un air bête, là. Ça non plus, c'est une autre scène qui amène à rien. Ensuite, je pense que c'est la plus longue. La plus longue? Ouais. Qui est malgré que quand tu regardes les deux prochaines aussi sont très longues. Ouais. Le Caretaker Village Sequence. Donc ça c'est une scène où on voyait un extrait dans les bandes annonces du film. Donc dans la scène, Rey elle parle avec Luke, c'est le soir, puis là il regarde le village des Caretakers, puis là on voit comme des bateaux qui arrivent. Puis là Luke il dit à Rey, ça c'est des pirates qui veulent piller le village et tout. Puis là, Rey est là, faut faire quelque chose, faut y aller. Puis là, Luke est là, non, c'est pas à nous de rien faire. Puis là, Rey, elle part. Puis elle arrive au village, puis elle se rend compte que c'est comme une autre tribu une autre tribu qui arrive au village pour faire une fight. Donc là, elle est très fâchée après Luke, puis elle comprend pas pourquoi, tu sais, qu'il a fait cette joke-là, puis tout. Puis là, lui, il essayait, dans le fond, c'est comme une leçon qu'il essayait d'y donner, qui avait un peu ce que Sébastien disait un peu plus tôt. C'est que, tu sais, t'es parti, mais il dit, t'es parti, c'est ça qu'on a besoin, c'est pas quelqu'un là, qui écoute la force puis qui essaie de manipuler la force, quoi que ce soit, on a besoin de quelqu'un qui agit, puis là, c'est là qu'il donnait un plus il élaborait plus sur la force, que, tu sais, la force, faut que tu laisses la force te contrôler, faut pas tu tentes de la manipuler ou rien de ça. Puis c'est ça. Fait que là, Rey, ce qui arrive, c'est que là, elle se rend compte que, tu sais, la légende qu'elle avait de Luke Skywalker, c'est tellement pas le personnage qu'elle voit. Qu'est-ce que Luke dit à Rey avant qu'elle parte à courir, c'est que les Jedi s'impliqueraient pas. Parce que qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que les pilleurs vont revenir encore plus fort après. Ça va faire un débalancement. Ouais, exactement. Donc c'est ça, c'est les pilleurs vont revenir le mois prochain, mais encore plus fort avec plus de nombre, puis ils vont juste comme détruire encore plus le village. Mais finalement, on se rend compte que c'est peut-être les pêcheurs mâles de la même race que les caretakers qui sont en train de venir fêter une fois par mois avec les bonnes sœurs qui prennent soin de l'île Jedi là.
Avez-vous remarqué que Rey, elle a le force speed, elle court très très vite par-dessus les roches? Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, elle est comme accélérée un peu comme on voit dans la prélogie quand Obi-Wan ou Anakin court très très vite. On a un peu ça aussi avec Rey qui court. Elle fait comme flotter par-dessus les roches tellement qu'elle va vite. Puis Luke, il dit, wow, man, you were fast. Je pensais pas que tu serais si rapide que ça. Mais il y a quand même le côté comique du fait qu'elle défonce un peu une porte du village là, pour essayer de sauver les villageois. Ouais. Puis là, ben, elle se rend compte que c'est le party. Puis là, elle baisse son sabre laser. Puis là, tous les villageois, ils ont comme des petites guirlandes avec des lumières dessus. Puis là, il y en a une qui la regarde, puis elle fait aller sa guirlande, tu sais. Puis là, Rey, elle fait une espèce de roll eye de la mort, puis là, elle fait aller son sabre laser. Puis là, tout le monde... Puis là, toute la fête repart, là, tu sais, là, c'est comme... Bon. C'est drôle parce que Chewbacca et R2D2 sont là en train de fêter aussi. C'est comme... ouais. Chewbacca est en train de manger, là. Et Chewbacca est en train de manger du poisson. Et non pas un porg. Chose à mentionner d'assez important puisque Chewbacca devient le meilleur ami des porgs. Donc, la scène suivante. Extended Farrier Chase. Donc, ceux qui n'ont pas aimé la séquence de la poursuite à travers les casinos avec les animaux, là, les Farrier, vous allez pas aimer du tout cette séquence. Ça fait juste rallonger cette séquence. Donc, on voit, c'est un mélange d'effets visuels terminés avec le prix visuel qu'ils appellent. C'est extrêmement long. Moi, j'ai pas aimé. Extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Oui, extrêmement pénible. Non, ben, la scène, elle amène absolument rien. Je pense que y a rien, on voit rien qu'on voit pas dans la version finale. Ben, la scène dans le spa est un petit peu plus longue, donc on voit un peu plus le personnage de Warwick Davis. Oui, c'est ça. On voit plus la scène de Warwick Davis de façon plus longue. Oui, on le voit dans le film final, mais ici, on voit la scène un peu plus longue. Puis, même si je trouvais ça très long, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que après avoir lu le roman Canto Bight, ben, on a vu un peu plus de caméos de personnages qu'on voit dans le roman, donc j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Mais oui, c'était long. C'est drôle de voir dans ce moment-là de la scène, par contre, le fait que Wadley Bin il est complètement à poil. Puis là, ben justement, il le voit ramper par terre, puis les deux font comme un peu de dédain, là. Le nom du personnage, c'est Kedpin Showclock. Showclock? Ouais. C'est juste parce que je l'ai lu en masse. C'est comme... Je l'ai su par le livre. Par le audiobook. Donc, scène suivante, qui est d'ailleurs, je pense, pour moi, en tout cas, ça a été la scène la plus drôle. C'est le Mega Destroyer Incursion. Donc, c'est la scène où ce que DJ, Finn et Rose infiltrent le Mega Star Destroyer. C'est la même scène, c'est la même séquence, c'est juste un peu plus long. Donc, une des parties les plus drôles, c'est lorsque Finn, Rose et DJ arrivent dans un ascenseur. La porte s'ouvre en arrière, puis il y a des Stormtroopers qui rentrent dans l'ascenseur. Puis il y a un des Stormtroopers qui reconnaît Finn, qui l'appelle par son nom FN2187, je pense. Ouais. Ouais, et puis il dit c'est comme il félicite que un Stormtrooper il est devenu un officier puis tout ça, puis qu'il trouve ça bien, qu'il était capable d'avoir une promotion puis tout, puis il donne une tape ses fesses, c'est comme quoi là, tu sais, t'as bien fait là, tu sais, puis il fait un thumbs up là. C'est vraiment drôle là, la scène là. Et c'est confirmé que le Stormtrooper c'est l'acteur Tom Hardy qui faisait le Stormtrooper dans cette séquence là. Cool. Donc, ceux qui savent pas, Tom Hardy, c'est lui qui jouait Bane dans Dark Knight Rise. Ensuite, la scène s'appelle Rose Bites the Hand That Taunts Her. Donc, c'est lorsque Finn puis Rose se font capturer et que DJ reçoit son argent pour comme les avoir trahis. Le général Hux reconnaît Rose, puis il voit le médaillon, puis il parle, puis il dit... il parle de sa planète, donc j'ai oublié le nom. Là. Automac. Merci. De la planète Automac, puis il disait que c'était comme des vermines qui restaient là, puis que c'était un bon débarras qui détruit la planète, puis tout ça. Puis là, Rose a mord la main de Hux. Dans le fond, parce qu'elle est fâchée, là, il mord la main, fait que là, il lâche le médaillon, puis là, il s'en va, puis il ordonne à Phasma d'exécuter les deux. Mais ce qui est drôle de cette scène-là, c'est la réaction de Hux quand il se fait mordre le doigt.
c'est très comme s'il venait de se faire mordre le doigt par un chihuahua. Puis on voit qu'il agit vraiment comme en genou, là. Fait que je pense qu'ils ont enlevé, ils ont probablement décidé d'enlever cette scène-là parce que ça faisait paraître Hux trop immature, justement. Ouais, peut-être, ouais. La scène suivante, c'est Phasma squealed like a whoop hog. Donc, lorsque Finn se bat contre Phasma, elle tombe, on la voit tomber comme dans une crevasse. Mais dans le fond, elle est pas morte parce qu'on voit comme la plateforme qui se relève. Elle sort de la plateforme, puis elle a 4 Stormtroopers qui sont avec elle, puis là, il encercle Finn. Puis là, c'est là que Finn, il dit, ils savent-tu, eux autres, que, tu sais, là, je le sais en anglais, je l'ai pas écouté en français, là, that you squeal like a whoop hog, quand que t'avais mon gun sur la tête, puis que, tu sais, t'avais tellement peur que c'est toi qui as baissé le bouclier de Starkiller, puis qui nous a permis de détruire Starkiller, puis tout. Puis que là, les Stormtroopers commencent à douter, là, de ce qui se passe. Puis là, Phasma voit que ces Stormtroopers vont se tourner contre elle, fait qu'elle y tue les 4. Elle tue les 4 Stormtroopers. Puis là, elle se bat encore contre Finn. Puis là, sa mort est un peu différente de ce qu'on voyait dans le film. Moi, en fait, je pense que Phasma tire les Stormtroopers juste pour pas qu'il y ait de témoins de qu'est-ce que Finn vient de dire. Ouais. Simplement de ce qu'on connaît du personnage maintenant, c'est définitivement à cause de ça. Ouais, c'est ça. Pense au roman Phasma, ça a fait un peu la même chose. Elle élimine toutes les sources qui peuvent qui peuvent révéler nuire à son avancement. Exactement. La prochaine scène qui est quand même assez courte, ça s'appelle Rose et Finn Go to Where They Belong. Donc c'est dans le fond, c'est lorsque Rose et Finn s'échappent du Megastar Destroyer à travers une navette du premier ordre, et que là ils se demandent ce qu'ils vont faire, puis que là on voit dans l'écran, on voit la planète Crate, puis que là ils savent que c'est là qu'ils doivent aller. C'est juste ça la scène. En fait, je pense qu'il y a un point qui est important à amener sur cette scène-là. Techniquement, c'est à ce moment-là que Finn prend sa décision de joindre la Résistance. Parce qu'avant, il est pas vraiment dans la Résistance. Tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de sauver Rey, puis de retrouver Rey, puis de se sauver avec elle, puis de vivre heureux, d'avoir des petits Finn, puis d'autres petites Rey. Mais à ce moment-là, dans le film, quand il dit on va là où on a affaire à aller, dans le fond, c'est on va rejoindre la Résistance. Là, on s'en va de l'autre côté de la ligne. Donc, scène suivante, très courte, Rey et Chewie in the Falcon. Donc, dans le fond, c'est lorsque Rey et Chewie arrivent sur Crate pour sauver ce qui reste de la Résistance. Donc, ils arrivent proche de la base, puis là, c'est là qu'on voit tous les walkers qui tirent sur Luke. Donc, là, Rey, elle voit comme une crevasse, puis elle dit « Ok, on va passer par là. » Puis c'est juste ça la scène. Fait que dans le fond, tu vois juste le Falcon qui, il tourne, puis il s'en va comme par en arrière. Et la dernière scène, c'est pas vraiment une scène inédite, c'est plus comme un montage que ça s'appelle Canto Bight B-roll. Donc ça nous montre un montage qui nous montre toutes les créatures, le casino de Canto Bight. Donc on voit plus en détail les différentes créatures, puis vraiment le travail qu'ils ont fait sur les marionnettes et les costumes et tout. Ça, je sais que j'étais pour dire, il y a tellement eu d'efforts pour tout ce qui est Canto Bight, le décor. On va en parler dans le documentaire, mais tu sais, le décor, les costumes, tout pour juste 10 minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. C'est les scènes coupées qu'on retrouve sur le Blu-ray. Excellent. Donc, on va maintenant justement parler du documentaire qui s'appelle The Director and the Jedi, donc le réalisateur et le Jedi. Dans ce documentaire-là, on va profondément en arrière-scène la production du film Les Derniers Jedi. On voit le processus de A à Z, l'écriture, la pré-production, le tournage, la post-production. Puis, on fait pas seulement nous montrer le côté technique et créatif derrière le film de Last Jedi, mais aussi un peu plus le côté humain de Rian Johnson, puis toute la pression qu'il y a sur les épaules de ce pauvre gars-là. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de façon générale? Y a-t-il des extraits que vous avez trouvé vraiment intéressants, plus particulièrement là-dedans? Ben, moi, la première chose que j'ai passé quand je l'ai vu, ça m'a fait passer au documentaire The Beginning qu'il y a pour l'épisode 1.
où ce qu'on voit vraiment la production de A à Z, tu sais, du moment que tu vois George Lucas qui est en train d'écrire le scénario, jusqu'au moment qu'il rencontre les acteurs puis qu'ils font qui lit le scénario ensemble autour de la table, puis là on voit toute la production. Ça me fait beaucoup penser à ça, puis j'ai trouvé ça, c'est super intéressant. C'est long aussi, c'est plus d'1h30. C'est un documentaire qui est super intéressant, que même si vous avez pas aimé le film, là, que vous avez été déçu du film, là, ça vaut la peine d'être vu, parce que c'est là qu'on voit, comme tu disais, la pression qu'il y a, parce que tu sais, le Réveil de la Force, ça a connu un succès monstre, mais aussi là, le travail qu'il y a à faire un film Star Wars, là, parce qu'on est habitué que ça prenait 3 ans à faire un film Star Wars, que là, tu sais, ils l'ont fait en 2 ans. C'est vraiment, 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 vraiment un très bon documentaire. Ah oui, il y avait une référence à un moment donné qui était rendu à 125 jours de suite ou quelque chose. Il disait, OK, on a eu quelques jours pour Noël, puis... Ouais, c'est ça. Il comptait le nombre de jours consécutifs, là. Puis là, Ram Bergman s'en va sur le calendrier. Attends, laisse-moi compter, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Moi, tu vois, c'est ça qui m'a frappé pour avoir travaillé dans l'industrie un peu. C'est de voir l'aspect de coordination de la production, à quel point les efforts sont incroyables. Quand on regarde le nombre de jours qu'ils ont tourné versus le nombre d'emplacements dans lesquels ils ont tourné, tu fais comme wow, c'est vraiment fou là. Puis c'est vraiment le fun de voir l'arrière-scène de ça, puis que ça soit bien démontré, puis que t'as tout le monde qui en parle. T'as autant Mark Hamill que John Boyega que Rian Johnson lui-même qui disent, tu sais, c'est comme notre quotidien, puis là on va retourner dans un rythme de vie normal, mais c'est comme plus normal parce qu'on est habitué à de la normale, fait que c'est comme on est un peu mêlé. C'est de voir à quel point justement une production comme ça, c'est jamais facile, puis à quel point il y a des choix même qui sont faits au niveau au niveau final du film, au niveau de l'histoire, à cause des restrictions budgétaires, premièrement, puis ensuite de ça des restrictions de production là. Tu me fais penser quand Ram Bergman montre le budget final à Rian Johnson, puis Ram il dit à Ryan, regarde pas le chiffre, fais juste signer. Ouais. Non mais vraiment, tu sais, on parle de pression pour Rian Johnson puis Ram Bergman. Tu peux-tu avoir plus de pression quand Kathleen Kennedy est toujours là? Elle a l'air d'être toujours là autour de toi, en train de... C'est comme... Ah ouais, même... c'est ça que quand elle rouvre la porte, là, elle sort de... Ah, en passant, j'ai les premiers visuels pour le poster. Tu sais, elle se rend pas compte qu'il y a le documentaire qui est en train de se faire tourner, là. Puis là, elle voit le gars avec la caméra. Ah, OK. Puis là, elle se revient de bord. Mais t'as vraiment l'impression qu'elle est tout le temps là. Non, c'est vraiment... Puis, je trouve que Ram Bergman... Il reste vraiment comme un héros obscur parce qu'il est pas vraiment, on n'entend jamais parler, tout ça, mais comme tu l'as dit, toute la gestion de la production, c'est le producteur, là, mais la gestion de la production, c'est complètement mongol. Puis en plus, tu voyais qu'il y avait des scènes à certains moments donnés, les deux étaient assis puis ils disaient on fait tout ça. Je suis pas certain. Je pense qu'on, tu sais, comme ils s'interrogent, ils sont pas sûrs, puis Ram est là, il dit, garde, écoute, Ram était là pour, Ram Bergman était là pour encourager Johnson aussi, parce que Johnson avait beaucoup d'interrogations, il disait, on est dans la merde, là. On a bien trop de choses à faire en peu de temps, pis comme, ils sont comme complètement débordés, ils voient pas la lumière au bout du tunnel, là. Pour eux autres, c'est comme, et comme il reste 200 jours ou 100 jours de tournage, puis ils voient pas la fin, on a encore 44 plateaux à construire, puis c'est comme, ils sont complètement découragés, disant quoi je me suis embarqué. Puis Ram il dit non, inquiète-toi pas, on va passer au travers, là, tu sais, mais j'ai jamais été comme toi, Seb, dans le côté de production télé ou cinéma, mais ça a l'air complètement fou, là. Depuis que j'ai travaillé dans ce domaine-là, moi, je vis beaucoup par la règle des 3 P. Pré-production, production, post-production. Si tu fais quelque chose de pas correct en pré-production, ça va affecter ta production, puis tu vas payer pour en post-production. Fait que le but, c'est d'essayer de faire la meilleure pré-production possible. Puis quand on regarde, justement, toutes les équipes qui ont à travailler ensemble, que ça soit ILM,
les gens de Levinson à Londres qui font tous les effets pratiques, puis tout le kit, tous les gens qui font les décors, les départements artistiques, là, quand on voit tout ça, puis qu'on considère le fait que ils ont pratiquement pas de préavis sur ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est comme bon, fait que là, on voudrait que vous créez une sirène géante de laquelle Luke Skywalker va extraire du lait. Ok, géante comme quelle taille à peu près? Là, on veut que ça fasse à peu près 20 pieds de haut. Ok, puis tu veux utiliser ça à Skellig Michael? Ouais. Ok, t'es conscient que ça va prendre un hélicoptère pour le déplacer, là, parce que c'est pas une affaire gonflable, là, tu sais. Puis là, c'est comme toutes l'idée derrière ça. Puis tu vois justement, ça c'est un bout de le fun, là. Tu vois l'hélicoptère qui part, qui amène quelque chose dans une tarpe qu'on sait pas c'est quoi. Une toile, ouais. Puis que là finalement elle dépose, l'hélicoptère dépose le corps de la sirène de Tala à une place. La tête est rajoutée, l'équipe de make-up embarque, let's go, on rajoute les petits détails, les derniers détails. Les marionnettistes embarquent là-dessus à leur risque et péril parce que c'est tourné à une place où est-ce que tout le monde pourrait mourir s'ils éternuaient. C'est vraiment complètement débile. Puis là après, ben, à la fin de la journée, on a tourné le 30 secondes, le 10 secondes qu'on voit dans le film avec cette créature-là. Puis là, ben, let's go, l'hélicoptère qui repart avec le corps entoilé. Là. Puis là, tu fais comme, wow, tout ça pour ça. Ouais, c'est ça, c'est Michael Scantlin, le chef des effets spéciaux pratiques, c'est ça son nom? Ouais, je pense que quand tu vois, on voit des choses qu'on voit pas souvent dans le documentaire, c'est qu'il parle de budget. Fait que tu vois en meeting de budget, il dit bon, là on a besoin de tant de personnages, tant de personnages. Puis il dit ouais, mais là la créature que t'as demandé, on a déjà passé à moitié de notre budget là-dessus, fait que c'est sûr qu'on l'utilise. Puis des trucs du genre, puis c'est comme tu vois comment que à un moment donné, faut que tu fasses des compromis parce que le budget est déjà dépensé. Comme quand tu parlais des Crystal Fox, là, les petits renards de cristal. Les Vulpex. Les Vulpex, c'est quelque chose comme ça. Puis qui avaient commencé à vouloir faire ça sur des animaux. Fait ils ont fait des maquettes, des animatroniques, ils ont testé ça sur des vrais animaux, etc. Puis écoute, ils ont mis de l'argent, là, puis au bout du compte, ils ont flushé ça, puis ils ont fait ça en numérique. 100% numérique. Tu sais, comme, fait que tu vois que il y a du va-et-vient dans le budget, il y a du budget pour le design qui a complètement été abandonné. Fait que c'est ça qui coûte cher aussi un film, là, tu sais. Il y a plein de tous ces petits détails-là. Puis écoute, Canto Bight, la quantité, comme on vient de mentionner, la quantité d'efforts qui a été mis là-dedans, les détails, le casting, tous les costumes, les bijoux. Ouais, c'est juste les bijoux, je regardais, ils nous montrent un plateau tout plein de broches, de bijoux, puis c'est des choses comme ça, puis tu sais, on se dirait, c'est des choses que, je sais pas, là, tu vas au village Valeur, t'achètes des bijoux normaux, t'es mets sur le monde, puis c'est une affaire qu'on voit même pas passer, là, fait qu'on se dit qu'on verra pas la différence jamais sur au grand écran. Non, là, c'est petit Tim, là, tu prends ton gun à colle chaude, tu prends de l'acrylique, là, puis tu fais des broches puis des affaires, là, pendant 2 semaines de temps, là, puis au bout de 2 semaines, ben, faut que tu me présentes des affaires qui ressembleraient à du Star Wars. Hey, le stress que cette personne-là doit vivre, là, c'est pas drôle, là. Tu sais, puis juste le plateau était énorme, là, c'est comme pour le peu de temps qu'ils ont passé là, côté dépenses d'argent versus utilisation du film, ou le temps que ça prend dans le film, c'est pas très très rentable, là. Écoute, jusqu'à l'habillement de ceux qui coursent les chevaux, les jockeys, tous les détails des créatures qu'on voit une fraction de seconde. Au moins, en revoyant le film, j'ai tout vu les personnages vraiment qui sont un peu dans le dictionnaire visuel. Ceux qui avaient dans le roman Canto Bight, je les ai vus, même si c'est une fraction de seconde, et on les voit toutes. Donc au moins, ce côté-là qu'ils ont bien repris pour le roman, mais écoute, il y a tellement de détails. J'aurais aimé en voir plus, ou que la scène soit un peu plus complexe peut-être que qu'est-ce qu'on a vu. T'sais, éliminer la course des Foddier un peu plus, puis mettez plus de détails sur l'intrigue peut-être dans le casino ou autour du casino, ça aurait été un petit peu plus intéressant peut-être. Qu'il y ait à chercher à différents endroits sur Canto Bight peut-être. Là. Ce qu'on a déterminé, là, puis c'est triste de dire ça juste avant la course de Kessel, là, mais
ce qu'on a déterminé, là, c'est que les événements sportifs dans le monde de Star Wars, on n'en veut pas. Ah, peut-être une partie de poker professionnel, dans le sens de Sabak? Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment un événement sportif. Non, je sais. Même s'il y en a qui disaient que le poker, maintenant, c'est rendu quasiment un sport, là. C'est un sport de l'esprit. Non, c'est ça, exactement. Tu parlais d'Acto tout à l'heure, Sébastien. Avec le documentaire, on voit la complexité du tournage sur Acto. Toute la sécurité autour de là, à cause c'est un endroit très dangereux. Écoute, ils ont mis des clôtures partout, les gens étaient attachés avec des harnais puis des cordes de sécurité juste pour tourner, là. Tu sais, pour se promener et tout ça, c'est ultra dangereux, là. La scène avec les porgs qui sont qu'on a l'impression que c'est tourné sur le bord d'une falaise où tout le monde va mourir, là. Ben c'est comme au sommet d'une petite colline juste à côté du sentier, mais les deux marionnettistes qui font les porgs, là, ils sont comme tous super harnessés, comme disait Danny, parce que sont sur le point de tomber, là. Mais même Ray, quand elle va récupérer le sabre sur le bord de la falaise, on le voit qu'elle a une corde, mais une corde verte pour pouvoir l'enlever numériquement en post-production, tu sais. Mais tu sais, c'est vraiment... Écoute, moi, tout traîner puis reconstruire le plateau, là, des huttes puis tout, là, sur Skellig Michael, ça devait être un méchant travail, là. Toute la rig qu'ils ont dû mettre là pour la place où Luke saute par-dessus le canyon là avec son attrape-poisson là, son pic à poisson. Ça perche, c'est ça. Puis là ben t'as Rian Johnson qui va voir le cascadeur. Le cascadeur puis qui lui dit t'as pas peur des hauteurs toi hein? Visiblement t'as pas peur des hauteurs. Une chose qu'on n'a pas parlé aussi dans le documentaire, c'est que on voit que Mark Hamill, dès le départ, il y a des doutes sur l'idée que Rian Johnson a de Luke. Hein? Luke Skywalker. Il est pas tout à fait d'accord. Il dit je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait là, mais il fait le travail. Luke, il dit garde, c'est la vision du réalisateur, je vais la faire. Puis Rian Johnson n'arrête pas de mentionner à quel point Mark Hamill s'est défoncé pour ce film-là. Il était intense à 100%, toujours. Puis, tu sais, on le voit dans le film aussi, là, c'est sa meilleure performance des films Star Wars, pratiquement, là, côté dialogue, côté, expression corporelle, etc. Ben, c'est ça, hein. Aussi, moi, une fois que j'ai remarqué, je trouvais que un des focus majeurs du documentaire, là, c'est vraiment la relation entre Rian Johnson puis Mark Hamill. Parce que comme tu as dit, Mark Hamill c'est le focus du film, puis c'est lui qui était le plus en désaccord avec où son personnage va, puis c'est comme tu dis, c'est comme à la fin du documentaire, Luke qui dit il dit j'étais pas d'accord avec comment il dit ça, il dit quelque chose comme genre sa vision. Ouais, j'étais pas d'accord avec sa vision, mais il dit c'est lui le réalisateur, puis je suis ce qu'il me demande de faire. Il dit c'est pas à mon personnage de choisir. Il dit mon personnage il appartient aux autres. Ils font juste me louer là, finalement. Là. Fait que ça j'ai trouvé ça vraiment hâte. On apprend justement par rapport au titre aussi du film. On voit Rian Johnson probablement pendant une pause, il va voir Luke dans le plateau qui sert du temple Jedi et de la salle des miroirs. Il s'essaie à côté de lui, il dit bon j'ai quelque chose à te dire, tu dis pas ça à ta femme, rien là. Le titre du film, c'est The Last Jedi. Fait que là, Mark Hamill dit c'est moi le dernier Jedi. Il dit oui, c'est ça. Puis fait que ça confirme que c'est singulier le titre. C'est pas les derniers Jedi. C'est qui a traduit ça, cette affaire-là? Fail. Hein? Ouais. Vraiment. Il y a un petit bout aussi sur le casting de Rose. Donc, Kelly Marie Tran, puis on voit que Rian Johnson cherchait quelqu'un de bien particulier, tu sais, une personne un peu anti-héros, là. Je sais pas comment comparer ça. Une personne qui serait la moins susceptible d'être un personnage important. Tu sais, une geek mécanicienne, tu sais, qui c'est qui penserait qu'elle pourrait partir à l'aventure puis être une héroïne? Ben, lui voulait quelqu'un de particulier, etc. Donc, c'était pas facile. Puis on a vu des screen tests avec Rose, etc. Et puis c'était quand même bien. Puis je trouvais ça intéressant on va en parler un peu plus tard, mais dans une des scene breakdown, quand il montre le tournage de la bataille spatiale, Kelly Marie Tran est à côté de Rian Johnson quand il filme les scènes de sa sœur Paige pour qu'elle puisse
un peu s'imbiber de la relation de sœur, voir comment sa sœur elle meurt, son personnage à Rose meurt pour qu'elle ait plus d'effet quand d'émotion quand elle va tourner ses extraits à elle, en fait, là, quand même, pour avoir plus d'émotion. Donc c'est quand même bien important, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Si, je vais te dire, parce que tu as eu le même effet que moi sur cette scène-là, qu'est-ce que tu as pensé de la scène avec Luke et Léa? Quand ils l'ont montré sans musique du film, sans effets spéciaux, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là? C'était télégraphié pour rendre hommage à Carrie Fisher, n'est-ce pas? Toute la production du film a été faite avec l'idée en tête que Carrie Fisher revenait dans le prochain film. Mm-hmm. Il y avait jamais eu cette idée que le film serait plus dédié à l'honneur de Carrie Fisher. Puis c'est un peu ça qui est expliqué là à un moment donné dans le documentaire, parce que Rian Johnson, il partage un peu là, la vie de tous les jours avec Carrie Fisher, puis à quel point c'était le fun de tourner avec elle. Puis là, ben on a des extraits de elle qui expriment que Rian Johnson, ben il est bien beau, il est bien fin, puis il doit avoir des lacunes, mais elle les a pas encore trouvées là. On continue de voir les autres interactions de Léa puis de Carrie Fisher puis tout ça. Puis plus les choses avancent, plus le rythme du documentaire semble ralentir tranquillement. Puis là, ben, on arrive à un point où est-ce que justement Rian Johnson dit exactement ce que je viens de dire, que le film avait jamais été pensé à être un ode à Carrie Fisher, là, mais que c'est un peu devenu ça, sans que ça le soit voulu. Puis c'est là qu'on a comme justement le regard de Carrie Fisher qu'on voyait là dans la bande-annonce là, où elle se retourne sur Crate. Puis il y a comme la musique, la luminosité qui s'abaisse tranquillement. Puis là on est comme, ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes, puis on peut juste pas être triste. C'est ça. Puis la musique qu'ils ont choisie pour le documentaire, pour cette petite scène-là, c'est vraiment... ça te rentre dedans. Puis Rian Johnson l'a dit, il dit « Je suis tellement heureux d'avoir réussi à faire des belles prises de vue avec Carrie Fisher, comme celle que tu as mentionnée, puis d'autres, des bons plans rapprochés, des close-up, etc., des super belles images de Carrie Fisher dans ce film-là. Puis oui, il disait qu'il a aimé travailler avec elle, puis tout. Puis même Carrie Fisher, tu l'as entendu dire à certains moments donnés, il dit « Hey, ça, c'est des meilleures scènes que j'ai tournées de ma vie. » là. Ouais. Mais définitivement, j'ai eu la larme à l'œil quand c'était la scène avec Luke et Léa à la fin, là. Vraiment, là. Puis on a l'impression qu'ils l'ont eu du premier coup, hein. Ils l'ont eu, c'est un one-shot, là. Ouais, mais c'est à 2 reprises même qu'on a... en tout cas, même 3, dépendant là, à quel point on ressent ce que Mark Hamill ressent quand il fait la scène du temple Jedi qui brûle, là. Mais il y a le moment où il nous parle de Carrie Fisher, puis il y a le moment où tu viens de dire, Danny, justement, il y a et Carrie Fisher et Mark Hamill, puis là, ils font la scène sur Crate. Puis oui, effectivement, là, ça a l'air d'être d'un seul coup, puis Carrie Fisher qui s'essuie ses larmes, là, là ça vient nous rechercher, puis là, c'est comme, c'est juste ça, ça peut pas être juste ça, faut qu'il y en ait plus, là, faut qu'il y en ait plus. Mais non. Il aurait pas pu mieux timer ça, là. Non, c'était quelque chose. On parle pas non plus de la trame sonore de John Williams dans le documentaire, parce que probablement que c'est venu beaucoup plus tard, vers la fin de la production. Donc, il était déjà en train de monter le film et le documentaire, probablement quand c'était arrivé au moment de la musique de John Williams. Donc, on n'a pas vraiment vu ce côté-là dans le documentaire. Ça aurait été intéressant. Dommage. Pour les audiophiles comme toi, oui, particulièrement. Ben, tu vas pouvoir regarder le film avec juste la trame sonore sur ta version numérique. Oui. Mais c'est le fun aussi voir un peu... voir des enregistrements, etc., avec l'orchestre, etc. C'est tout le temps intéressant de voir ce côté-là aussi. Ben, tu sais quoi faire. Suis Ron Howard sur Twitter. C'est ça. Je dirais que ce documentaire-là va vraiment changer la vie des gens par rapport à The Last Jedi, je pense. Parce qu'on voit vraiment tous les efforts qui ont été mis là-dedans. On explique bien la vision de Rian Johnson. Puis je pense que les gens
qui ont peut-être pas osé revoir The Last Jedi une deuxième fois parce qu'ils ont été déçus au cinéma, et réécouter le documentaire, le prix du Blu-ray, c'est d'ailleurs un des commentaires d'un de nos auditeurs, le prix du Blu-ray vaut le prix du documentaire uniquement. Et le documentaire, c'est une des plus grosses valeurs de Blu-ray-là, puis on devrait avoir ce genre de documentaire-là pour chaque film. Ouais. Ça, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, la question que je me pose, va probablement pouvoir me le confirmer, là, mais le documentaire est pas sur les DVD, hein? Le DVD seulement. Je penserais pas, probablement à cause de l'espace que sur le DVD, probablement. J'ai pas regardé le DVD. En fait, je l'ai pas. J'ai la version 4K Blu-ray, donc... ouais, c'est ça. J'ai pas la version DVD. Mais c'est ça, sur le DVD, il y a pas le documentaire, puis ça, c'est dommage, parce que c'est une partie vraiment intégrale et importante. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se dire, moi j'ai même pas aimé le film au cinéma, j'irai pas l'acheter, puis qui vont manquer cette explication-là, ça, entre guillemets, si on peut dire. Mais puis c'est là qu'il faut que je sois un petit peu en désaccord avec toi, Danny. Le film devrait pas avoir besoin d'être expliqué pour être aimé. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai débattu énormément, surtout dans le temps d'épisode 2, là, avec le Shakespeare de George Lucas. Mais le fait est qu'en sortant du film, j'avais énormément de questions, comme je disais, puis pas mal toutes ces questions-là ont trouvé réponse dans les documentaires, dans le scene breakdown, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Donc, définitivement, même juste pour le documentaire, ça vaut la peine d'être vu, puis d'avoir les explications à toutes ces choses-là là, qu'on n'est pas capable de concevoir nécessairement. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai aimé le film quand même quand je l'ai vu. Oui, j'avais des questions, mais t'as juste besoin de réfléchir un peu puis de conceptualiser tes idées, puis tu vas un peu trouver tes réponses. Mais ça, vraiment, le documentaire confirme. Puis c'était juste les commentaires audio de Rian Johnson, toutes les scene breakdowns. Écoute, t'as un package complet qui explique tout. Oui, on devrait pas avoir besoin de ça. Mais au final, c'est juste Ce que je viens de comprendre, c'est que l'audience est sortie du cinéma de la même manière que Rey est sortie de l'histoire, en se posant tout plein de questions. Mm-hmm. Puis en ayant à faire beaucoup d'introspection sur elle-même pour comprendre puis savoir d'où elle venait puis où elle s'en allait. Donc, good job, Rian Johnson. Parce que quand tu y penses, la plupart des fans s'attendaient à avoir... Tu sais, Star Wars, t'as des checkbox, hein. Il y a telle affaire, check. Il y a telle affaire, check. Il y a telle affaire, check. Ce film-là, c'est complètement l'inverse. Tes checkbox habituels sont pas là. Fait que beaucoup de fans ont dit « Hey, il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ça, j'aime pas ça. » Mais faut que tu vois... je pense qu'il faut que tu vois un peu plus loin que ça. Puis si t'as pas nécessairement vu à ton premier visionnement ou ton deuxième, parce qu'il y en a, écoute, ils ont vu une fois le film puis ils ont dit non, plus jamais. Ouais. Mais ça vaut la peine de l'écouter une deuxième fois. Puis si après la deuxième fois, vous êtes convaincu que c'est pas bon, ben regardez le documentaire. Après, votre idée va être faite, je dirais. Si après le documentaire, c'est fini, Star Wars pour vous autres, les versions Disney, c'est fini, ben c'est ça. C'est votre choix. Je pense c'est votre perte. Donc, je pense que on est tous très positifs par rapport à ce documentaire-là. Donc, le réalisateur est le Jedi, donc à voir absolument. Si vous êtes capable, il devrait le mettre disponible en téléchargement pour ceux qui ont le DVD. Donc, ceux qui ont la version numérique, ils pourraient l'avoir en téléchargeant. Aussi, ça serait le fun. Oui, il me semble qu'il est là. Il me semble que je l'ai vu. OK. Mais sinon, allez sur YouTube, vous allez le trouver. Ah, OK. Il est sur YouTube. Oui, cherchez. Ouais, c'est ça, cherchez. Donc ensuite, le documentaire n'a pas tout présenté, donc ils ont fait 3 petites featurettes vraiment séparées, vraiment en 3 sections. Donc la bataille... Micro-documentaire. Ouais, micro-documentaire. Donc comment ils ont fait tout ce qui est la bataille, tout ce qui est les batailles spatiales, tout ce qui se passe dans l'espace. On parle de Snoke et tout, la complexité de faire un personnage 100% numérique. Et puis aussi, on parle de tout ce qui est la bataille sur Crate. Donc, vas-y Seb, peux-tu nous déconstruire ça un petit peu, ces trois petits featurettes?
Ben, comme tu dis, il y a les 3 featurettes. Lighting the Spark, Creating the Space Battle, Smoke and Mirrors, attention au jeu de mots ici. En anglais seulement. Ouais, en anglais seulement. Et Showdown on Crate. Alors, pour les batailles spatiales, ce qu'on comprend de l'équipe de production, c'est que travailler avec Rian Johnson, c'est vraiment spécial. Puis c'est pas une bataille spatiale où c'est juste des vaisseaux qui vont se tirer dessus. Les vaisseaux spatiaux, on s'en fout. Puis l'idée que Rian Johnson a des vaisseaux spatiaux de Star Wars, c'est que les vaisseaux spatiaux, on s'en fout. C'est les gens qui sont à l'intérieur des vaisseaux spatiaux qui ont de l'importance. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette l'importance. Puis c'est ça qu'il fait avec ses tournages, c'est qu'il met les personnages en perspective, puis il explique leur voyage à travers le film, à travers l'histoire. C'est tout sur les personnages. Puis c'est vraiment intéressant là, de voir dans la démarche qu'il y a eu pour la majorité des batailles spatiales. Ce qui est le fun aussi de ce micro-documentaire-là, c'est tout ce qu'on voit sur l'arrière-scène de juste l'éclairage du cockpit de Poe puis de Kylo. Ils sont dans une salle qui est complètement à 360 degrés là, éclairée avec des lumières, mais pas juste 360 degrés autour d'eux sur l'axe X, sur l'axe Y aussi. Donc les gens d'éclairage là pour ces scènes-là pouvaient vraiment faire éclairer tout ce qu'ils voulaient pour avoir l'éclairage parfait de la scène là, qu'on a pu voir au cinéma. Ça simuler une explosion, un vaisseau qui passe à côté de lui ou quoi que ce soit là. C'est ça, c'est des choses qu'on prend pas nécessairement le temps de considérer parce que nous, on voit le film, on voit le résultat final, mais là, on nous montre tout le travail intense puis acharné qu'il y a en arrière de tout ça, puis c'est vraiment incroyable, puis c'est vraiment le fun à voir. Toute l'inspiration aussi pour l'attaque des bombardiers au début du film. Ryan voulait que ça soit comme les bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est véritablement inspiré des B-17. Ouais, parce que je sais pas si tu as remarqué le nom des bombardiers. C'est SF/17. En tout cas, c'est exactement le même. Il y a B-17 dans le code. OK. Resistance Bomber. Tu sais, c'est comme... Et voilà. Puis c'est ça, ben il voulait pas que ça soit juste un peu comme un bomber, tu sais, comme avec un corps trop mince, parce que il y aurait pas eu des centaines et des centaines de bombes qui seraient tombées. Il y en aurait eu juste, tu sais, comme 4-5 là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont rajouté la queue un peu comme le B-Wing. Puis là, ben ça fait la baie des bombes avec toutes les centaines de bombes là, qui peuvent tomber sur le Dreadnought là. Puis une chose qu'on apprend dans ce micro-documentaire-là aussi, c'est un des points très importants du film, que Leia, toute sa vie, a été axée sur la perte d'autrui autour d'elle, ou des pertes autour d'elle. Puis là, on arrive dans The Last Jedi, puis elle est plus capable. Elle en veut plus des pertes. Puis c'est ça qu'elle dit à Holdo aussi, juste avant juste avant qu'elle parte, là. Puis c'est ce qu'on comprend, puis c'est comme... Ça rajoute une certaine profondeur, j'ai l'impression, ben moi je trouve au film, d'avoir ce détail-là. Là. On apprend aussi que Kylo, ben la pomme est pas tombée très loin de l'arbre. Hein? C'est un bon pilote parce que son père c'était un bon pilote, puis parce que son grand-père était un bon pilote. De là le petit move à la Anakin là, pour tourner autour du vaisseau. Là. Les tonneaux, pas de problème pour moi. Ben oui. Puis c'est drôle, on a la réaction de Leia qui communique un peu avec son fils. Puis là, ben, Carrie Fisher nous dit mon idiot de fils qui a tué son père est sur le point de tuer sa mère, mais là, à la dernière minute, il se dit non, ça serait redondant. Tu peux pas tuer tes deux parents, ça serait vraiment stupide de faire ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis oui, Carrie Fisher qui nous dit qu'on retrouve la Leia d'antan dans ce film-là, avec une Leia plus feisty. Déterminée, oui, feisty. Plus déterminée, ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est côté résistance. Là, on passe un peu du côté du Premier Ordre avec le Supremacy.
parce que Ryan voulait que le vaisseau de Snoke représente la position de Snoke puis du Premier Ordre. Donc il fallait que ce soit un vaisseau qui soit intimidant. Et de là la raison de la taille incroyable de 60 km de large du vaisseau de Snoke. Mm-hmm. Puis après ça, on a une parenthèse avec la vice-amiral Holdo et Laura Dern qui nous explique à quel point d'habitude un héros c'est quelqu'un qui fait des sacrifices de soi, des choses comme ça. Mais là, tout au long du film, ce qu'on veut voir, c'est à quel point il y a de la peur, puis à quel point il y a de l'abandonnement. Et puis que Holdo, ben, c'est un héros qui est très calme, qui est très timide. C'est pas une héroïne qui va se clamer haut et fort là que je suis une héros, voici mon sacrifice, je me tue dans le suprématie. Mm-hmm. Et puis ça c'est là qu'on apprend que la raison derrière le entre guillemets suicide, le sacrifice de Holdo, c'est que Ryan voulait voir qu'est-ce qui arrivait quand un vaisseau en hyperespace rencontrait un obstacle. Mm-hmm. Puis ça, c'est ce qu'il dit, c'est justement dans Un Nouvel Espoir, t'as Han Solo qui dit à Luke tu veux pas passer à travers une supernova ou etc. Ben là, je voulais voir à quoi ça ressemblerait. Fait que là, ils en ont beaucoup parlé, ils en ont beaucoup discuté, puis ils ont fini par décider que ça serait justement ça, ces lignes-là. Et puis là, on passe à l'équipe de Matthew Wood au Skywalker Sound. Puis là, il nous explique à quel point des fois la chose la plus puissante à faire, c'est de pas mettre de son du tout. Autant, par défaut, tout ce qu'on voudrait faire, ça serait de faire un gros boum, boum, boum plein de petits boum, 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 boum qui suivent. Ben là, c'est, tu mets rien, puis ça vient par la suite, le son, puis ça fait comme un choc, là. Le shockwave, là. Le shockwave, c'est ça qui frappe. Puis c'est vrai que, en toute franchise, pour avoir assisté à un décollage de navette spatiale en personne, on voit la navette qui s'élève, puis on a le son qui vient nous chercher par la suite. Ça fait spécial. Mm-hmm. Donc ça c'est quelque chose là que je peux comprendre pour l'avoir vécu là. Mm-hmm. Mais on peut comprendre pourquoi ils ont fait ces choix éditoriaux là au final. Mm-hmm. Ensuite là, je vais passer à Snokes and Mirrors. On a la performance incroyable de Andy Serkis. Mm-hmm. Dans son suit en lycra, avec ses petites boules puis ses petits points blancs partout sur sa face, avec 4 caméras qui le filment de très près. Puis toutes ses expressions faciales, tout ce qu'il a apporté au rôle, Snoke aurait pas pu être Snoke si ça avait pas été de Andy Serkis. Mm-hmm. Puis je pense qu'il serait important que l'Académie des Motion Picture of America, là, elle se réveille puis elle lui décerne un Oscar de meilleur acteur pour tout ce qu'il est capable de faire. Mm-hmm. Même si on voit pas son visage à l'écran, s'il était pas capable d'acter aussi bien que ça derrière ces petites billes-là, on n'aurait pas les personnages qu'on a eu au grand écran comme Gollum, comme César, puis comme Snoke. Puis tellement que justement, tous les artistes, là, justement, ils ont regardé toutes les petites grimaces que Andy Serkis faisait pour adapter le visage de Snoke à ça. Mm-hmm. Malheureusement, malgré ça, Snoke c'était pas assez effrayant au bon plaisir de Rian Johnson. Donc, ils ont élargi son épaule, ils ont comme redonné du torse un peu. Ils lui ont donné à peu près un demi-pied de plus de hauteur. Ils ont rajouté quelques détails comme sa gorge qui glutonnait un peu, qui bougeait quand il parlait. Et Snoke a vraiment été modifié pour le rendre épeurant. Puis lui donner une impression de tu vas le respecter ou il va arriver du trouble. Là. Fait que ça a été c'est ce qu'on apprend beaucoup là de Snokes and Mirrors. Finalement, Showdown on Crate. Ce qu'on apprend, c'est que depuis le tout début, Rian Johnson avait cette idée de filmer sur une planète avec une espèce de couverture blanche. Mm-hmm. Puis sous la couverture blanche, il y aurait des cristaux rouges. C'était pas nécessairement du sel au départ, mais là, ça en est devenu. Et puis, c'est en Bolivie qu'ils ont trouvé la plus belle place pour filmer des références. Le désert de sel en Bolivie. Parce que il y avait nulle part sur Terre, selon Rian Johnson, où il pourrait tourner ces scènes-là.
et que ça fonctionne comme lui voudrait que ça fonctionne. Donc, une fois qu'ils avaient les plaques là, de base du désert de sel en Bolivie, ben il a fallu qu'ils trouvent comment réussir les cristaux, puis comment aller chercher les meilleurs effets visuels. Donc, quand ils ont fait les explosions qu'on voit sur la planète, ben ce qu'on voit exploser, c'est pas du cristal rouge ou du sable peint rouge. Non. C'est du papier déchiqueté qui a été teint rouge. C'est ça qui donnait le meilleur effet. C'est quand même très intéressant comme petite histoire. De là, ben évidemment, on apprend que il a travaillé avec quelqu'un d'autre qui considère comme lui que le Hatat Walker est l'un des vaisseaux les plus incroyables de l'univers de Star Wars et de la science-fiction en général. Ouais, iconique. Mais ces vaisseaux-là ont été détruits par des snow speeders, puis ça faisait comme pas de sens. Donc, comment est-ce que tu résous ce problème-là? Et c'est là là, je suis heureux parce qu'il a utilisé le terme Gorilla Walker, hashtag Kong Walker, tout le monde, qui dit justement, là, on voulait avoir une présence là qui était imposante, on voulait s'assurer que ça se ferait pas détruire par des snow speeders, là. Donc, c'était le fun de voir comment est-ce que le développement du Gorilla Walker, le ATM-6, est venu au jour, que c'était juste dans le fond pour pas se faire trébucher. Pour le faire marcher, il fallait qu'il y ait le bon son, puis les sons que Ben Burtt avait originalement enregistrés étaient pas suffisants. Donc, ils ont réenregistré une presse à métal qui fait le tchou-tchou ting, tchou-tchou ting, et par-dessus ça, ils sont allés chercher le bruit d'un lion un peu bizarre. Là. On pense que c'est peut-être un lion en rut là, quand on l'écoute dans le documentaire. Puis ils ont pris comme juste une partie de ce rugissement-là. Puis là, ben t'as les sons mis ensemble, ben ça fait le bruit du ATM-6. Donc la presse à métal, le rugissement du lion et quelques morceaux des bruits de Hatat originaux. Ensuite de ça, ben on nous parle du ski speeder, puis de comment est-ce qu'ils ont comment est-ce que c'est né l'idée. En fait, c'était juste qu'on voulait quelque chose, un véhicule qui ferait lever le sable, le sel, puis qui montrerait que c'est rouge en dessous, là, que fallait faire le contraste dans le fond entre le blanc puis le rouge, là. Et c'est comme ça que le ski speeder est venu au monde. Puis là, ils ont décidé de choisir un cockpit ouvert. Puis que le cockpit ouvert offrait des sons, des options de son assez intéressantes. Ils ont enregistré des vieux bazous sur le bord de mourir, là, avec les bruits de métal qui font clic 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 clic. Puis que quand Finn justement il réussit à prendre le contrôle de son ski speeder, ben là ça passe de clic 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 à donc pas loin un peu là du Faucon là, quand il y a de la misère à démarrer, un bon petit coup de poing sur le dash puis bang ça part. Rian Johnson était plus jeune, il a été dans Star Tours, puis un des moments qui l'a marqué, c'est quand on passait à travers les comètes, quand on parle du Star Tours là, original, pas celui qu'on voit présentement. Donc, il s'est inspiré de cette scène-là de Star Tours pour faire la scène du Faucon qui passe à travers les caves dans Crate. Et il dit, c'est un peu comique de voir que cette scène-là s'est retrouvée dans le nouveau Star Tours, parce que c'est comme ça fait comme boucler la boucle. Et il voulait que Crate ait une race indigène qui soit propre à cette planète-là. Donc, c'est là qu'ils ont inventé les Vultex. Puis, comme tu disais un peu plus tôt, Danny, c'est là qu'on voit un peu le développement, là, que ils sont partis d'un truc qui ressemblait un peu plus à un tatou. Puis ils ont transformé ça en un renard majestueux avec plein de cristaux. Puis là, ils ont fait des costumes qu'ils ont mis sur des Greyhounds. Puis ils faisaient courir, puis ça passait, mais tu sais, ça faisait des beaux effets pratiques, puis c'était important les effets pratiques pour Rian Johnson. Mais au final, pour avoir le meilleur effet visuel, il fallait que ça soit tout en images de synthèse. Donc, les gens de ILM ont dû faire jusqu'à 25 000 cristaux par petite créature. Ça en fait du détail, ça, sur une bébite. Et puis, finalement, le showdown, donc Luke versus Kylo Ren, on voulait pas que ça soit une fin décevante et violente. On voulait que ça soit une fin qui ressentait comme une fin gagnante et en paix.
Puis c'est ça qu'on voit un peu là, tout au long du combat, parce que le combat commence sur le sol tout rouge, là, justement, suivant le bombardement de Luke. Et tranquillement, pas vite, la poussière retombe, là, le sel retombe, puis le sol redevient blanc. Donc ça, c'était tout voulu. Et ceux qui l'ont remarqué dans le film, on le sait que c'est pas Luke maintenant là, qui se bat contre Kylo, mais une représentation de lui-même. Mais dans les détails qu'on n'a pas nécessairement remarqué, mis à part le fait qu'il a l'air plus jeune, qu'il a son sable laser, que ses traces laissent pas de traces, ses pieds laissent pas de traces sur le sol de Crate, ben tous les petits flocons de sel qui retombent, ils interagissent ni avec Luke ni avec son sable laser. Ça, c'est un détail qu'on manquerait complètement, là, que ça passe à travers lui. Mais c'était voulu. Donc, ça, c'est le dernier le dernier petit micro-documentaire, donc Showdown on Crate. Non, c'est les 3 micro-documentaires qui étaient vraiment... complétaient vraiment le documentaire principal, qui était plus sur le tournage, tandis que ça, c'était vraiment... vraiment focusé sur des parties plus techniques, on pourrait dire, du tournage. C'était pas nécessairement interaction d'acteur en acteur, c'était vraiment plus tout le côté technique. Comment qu'on fait pour faire cet effet-là? Comment qu'on tu sais, comme... C'est quoi le troubleshooting autour d'un problème technique ou d'un truc comme ça pour recréer la scène? On mentionnait aussi pour le dernier Showdown on Crate que la scène qu'on voit Luke faire face à la navette de Kylo Ren puis au Hat-Hat, c'était comme inspiré d'une peinture de Ralph McQuarrie avec un probe droid, avec les mêmes teintes de couleurs, etc. Donc, on revient encore à Ralph McQuarrie. Je pense qu'on va utiliser à tout jamais ces trucs-là. JF mentionnait le vidéo d'épisode 1, là. Au début de l'émission. Moi, ces petits vidéos-là, ça m'a rappelé les vidéos que Lynn Hale avait fait, qu'elle avait mis sur StarWars.com dans le temps, là. Pour épisode 1, donc les making of, là, un peu, là. Ben, ces 3 micro-documentaires-là, ça me rappelait ça un peu, puis je trouve que ça serait le fun qu'ils reviennent un peu là-dessus, là, avec les prochains films, là. Mais tu sais bien que Disney aime bien trop cacher le tournage pour nous montrer ça. Malheureusement. Tu parlais de Smoke and Mirrors, donc le featurette qui montrait un peu le tournage et aussi comment ils ont fait Snoke de façon numérique. Eh bien, le prochain featurette qui s'appelle Andy Serkis Live, One Night Only, donc tu m'as quasiment volé les mots de la bouche, Sébastien, tantôt, c'est qu'Andy Serkis c'est probablement un des acteurs les plus sous-estimés à Hollywood. Mais vu qu'il joue uniquement des personnages en motion capture, ou presque uniquement, parce que oui, il a fait quelques films qui est devant la caméra, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance d'Hollywood. Donc Rian Johnson a décidé de nous montrer la version presque finale de la scène de la salle du trône, alors qu'il manquait seulement la version numérique de Snoke. Donc on revoit la scène de The Last Jedi avec tous les effets spéciaux, etc., sauf les scènes de Snoke où on voit Andy Serkis performer Snoke. Donc on voit la scène en entier. Je vous dis, c'est wow, c'est vraiment quelque chose à voir. On voit des petits extraits ici et là dans Smoke and Mirrors, mais ici on la voit au complet sa performance. C'est vraiment impressionnant. Et je comprends pourquoi qui est considéré comme un très grand acteur qui malheureusement pas reconnu qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. C'est vraiment une bonne idée de Rian Johnson d'avoir mis ça là. Parce que, oui, certains autres, je pense dans Lord of the Rings, dans les documentaires, on le voit aussi, Andy Serkis performer aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer parce que le monde pense que c'est 100% numérique, qu'il n'y a pas d'acteur derrière ça souvent. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Andy Serkis. C'est très court, on fait juste reprendre la scène du moment que Kylo amène Rey dans la salle du trône jusqu'à la mort de Snoke en fait. Et puis ça coupe à ce moment-là. Donc, à voir absolument. Ensuite, j'ai eu la chance de réécouter le film avec les commentaires audio. Je vais essayer de faire ça vite parce que on parle déjà depuis beaucoup de minutes. Donc, je vais essayer de passer vite. Il dit plein de choses. Il reprend beaucoup de choses qu'on a vues dans les featurettes et dans le documentaire. Donc, c'est plus peut-être des petits détails supplémentaires qu'on n'a peut-être pas mentionnés dans les documentaires que Ryan parle. Donc, je vais essayer d'y aller vite dans les points que j'ai notés. La chose la plus importante à dire par rapport aux commentaires audio, c'est que ça a été enregistré
avant la sortie du film. C'est mentionné à un moment donné dans le documentaire. Rian Johnson dit le film est pas sorti encore, donc je sais pas c'est quoi la réaction des gens ou quoi que ce soit. Donc il serait peut-être surpris maintenant de voir suite au film, mais au moment de l'enregistrement, le film n'était pas sorti encore. Donc les commentaires audio ont été enregistrés avant la sortie au cinéma. Donc les commentaires seraient peut-être différents s'ils les réenregistraient maintenant. Faut garder ça en tête. Donc il parle du crawl, comment que c'est pas évident de composer un texte bref et concis, et qui a eu l'aide de quelqu'un qui connaissait, qui est bon en grammaire, etc., pour vraiment condenser l'information. Il parle que le thème musical de Star Wars au début, le thème de Star Wars de John Williams, il y a toujours une petite variation de film en film, c'est jamais exactement pareil. Il mentionne aussi que c'est difficile de travailler avec toutes les personnes avec qui il travaille, même les acteurs qui ont une seule ligne de texte. Dans The Last Jedi, il y en a que c'est des acteurs shakespeariens puis tout, puis ils ont une ligne de texte. Il dit c'est incroyable comment que j'ai eu accès à des acteurs talentueux qui avaient juste une ligne de texte à dire ou quoi que ce soit. Donc c'est intéressant quand même. Je parle par exemple le commandant Kennedy ou ben la fille qui fait une des leaders de la résistance, etc. Mentionne qu'il était pas la blague entre Poe Dameron et Hux. Au début, il était pas certain de l'introduire, cette espèce de blague Hugs, etc. Mais il voulait mettre un peu de légèreté au film au départ, parce qu'il savait que le film était relativement dark, relativement sombre. Donc Star Wars est quand même reconnu pour avoir un peu d'humour, donc il a décidé quand même d'introduire cette scène-là, même s'il était pas certain au début. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il aurait pas dû la mettre. Moins inclus, mais bon, écoutez, c'est des choses qu'il y avait dans sa vision des choses. Puis il parle aussi un peu comme on a vu dans le documentaire Balance of the Force, il parle de la scène de Luke, puis il explique pourquoi il a lancé le sabre, etc., pourquoi il voulait plus rien savoir de la Force, etc. C'est là que j'ai vraiment constaté que Snoke utilisait le Force Lightning sur Kylo Ren, que j'avais pas vu au départ. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai vu au revisionnement. Il parle un peu de Léa dans l'espace aussi, qu'il voulait montrer la force se manifester dans Léa, donc c'est une des raisons pourquoi il a fait cette scène-là. Un fun fact, donc un petit fait divers, la main de Luke qui tire sur les dés dorés à bord du Millennium Falcon, en fait c'est pas Mark Hamill, c'est la main de Rian Johnson qui prend les dés, et non la main de Mark Hamill. Un petit détail aussi, pour ce qui est de l'hologramme de Léa, Rian Johnson a été dans les archives de Lucasfilm pour aller chercher les films originaux qui ont renumérisé pour avoir l'original, etc., pour que ce soit exactement pareil. Par rapport à Holdo, la vice-amiral Holdo, il mentionne que dans les premiers drafts, les premières itérations du script, Holdo était un peu plus déjantée mentalement, elle avait pas la même attitude. Donc je me suis dit, ça aurait été tellement proche du roman Princess of Alderaan. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Jean-François, était un petit peu out there, là. Excentrique. Spécial, là, ouais. Excentrique, c'est ça. Donc peut-être qu'il était plus excentrique un peu aussi dans la première version de Rian Johnson. J'aurais aimé ça qu'il garde cette version-là. Ça aurait été un lien un peu plus avec le roman, mais probablement que Rian Johnson n'avait aucune idée, là. Je pense pas qu'il y a peut-être eu peut-être le story group, il a dit dans ce livre-là, elle est déjantée un peu, elle est plus excentrique, puis peut-être que il avait commencé avec cette itération-là de Holdo, puis il a décidé de la mettre plus sérieuse. Écoute, c'est une décision du réalisateur. Il mentionne aussi que dans une première version du script, Rose était pas une fangirl de Finn. elle le voyait pas comme un héros. Ils ont rajouté ça par la suite. Il parle beaucoup aussi, je me souviens pas qu'il en parle énormément dans le documentaire, mais Johnson explique tout le côté technique derrière la connexion de la force entre Rey et Kylo Ren. Donc comment il a utilisé la technique couper d'une scène à l'autre pour donner l'impression qu'ils sont face à face, en coupant le son aussi pour créer une intimité entre les deux. Puis il confirme que lors de toutes les scènes tournées, lors de ces espèces de face à face, l'autre acteur est présent. Autant sur Acto quand c'est Rey qui fait ses scènes, que dans Star Destroyer, Daisy Ridley est là pour y donner la réplique, pour que ce soit vraiment une scène vraiment entre les deux, intime. Vraiment, sont là, les deux acteurs sont toujours là pour se donner la réplique dans tous les cas qu'il y a des scènes comme ça. Une autre chose qui est intéressante,
il dit que dans la première vague d'édition du film, il y avait beaucoup plus de coupures et de va-et-vient entre les différents arcs narratifs. Donc, quand on saute d'une storyline à une autre, il disait qu'il y en avait beaucoup plus. Je pense que c'est un bon choix ici de pas avoir sauté trop parce qu'il y avait quand même 3 storylines différentes. Donc, de pas sauter trop rapidement, c'est quand même intéressant. Tu sais, sauter Canto Bight, la Résistance, Acto. Apparemment qu'il y avait beaucoup plus de va-et-vient entre les différents arcs. Donc, ça aurait pu causer un peu peut-être plus de confusion. Je me souviens dans Rogue One, je trouvais que ça sautait vite de scène en scène. Je sais pas si pour vous vous en souvenez de Rogue One. Au début du film, là, ça sautait d'une place à l'autre très très rapidement. C'était un peu déconcertant un peu. Ça a fonctionné, mais je trouvais au début du film, ça sautait énormément. Ouais, c'était pas... il prenait pas vraiment le temps d'établir, là. Exactement. Johnson parle aussi du flashback de l'Académie Jedi, la grande scène où est-ce que l'Académie à Luke brûle, en fait. Et puis Johnson, il dit il aurait aimé ça, vouloir montrer ça au complet, avec les Chevaliers de Rennes, puis tout le kit. Mais il dit ça serait beaucoup trop long. Fait qu'il dit qu'est-ce que je peux faire pour essayer de condenser le temps. Il dit bon ok, on va juste montrer les scènes où est-ce qu'on voit l'échec de Luke. C'est juste ça qu'on va montrer. Donc c'est pour ça qu'on voit très peu. On voit tous les moments émotionnels de Luke et on montre rien d'autre de plus, sauf avec Ben. Donc vraiment l'élément pivot. Puis il confirme que la version de Kylo Ren, c'est vraiment qu'est-ce que Kylo a vraiment vu. Puis qu'est-ce qu'il croit qui est vraiment arrivé. Donc que Luke voulait le tuer. Donc Johnson il dit la vision de Kylo Ren est vraie. Peut-être pas du point de vue de Luke, mais du point de vue de lui-même, c'est vraiment ça qu'il croit. Il croit à 100% que c'est ce que Luke voulait le tuer. Il parle aussi brièvement de la salle des miroirs. Puis il dit qu'il y a eu une discussion... je me souviens pas exactement, mais il semble qu'il dit qu'il y a eu une discussion avec J.J. Abrams, Lawrence Kasdan, au sujet de l'identité de Rey, puis l'espèce d'effet miroir qu'ils ont créé dans la cave. C'était pour démontrer que Rey, elle se pose la question sur qui elle est. Laquelle des réflexions est vraiment elle-même. Donc, c'est une espèce de crise d'identité ici qu'il y a dans la cave. C'était ça l'idée derrière l'espèce de scène avec les multiples Rey. On saute aussi, ma prochaine note mentionne la séquence de Yoda avec Frank Oz. Puis il dit, Ryan a apprécié énormément la présence de Frank Oz. Puis Frank Oz a quand même fait beaucoup de films. Puis il dit qu'il l'a même amené dans la salle d'édition pour qu'il puisse lui donner des conseils, parce que Frank Oz avait beaucoup d'idées, puis il a fait beaucoup de films avec des marionnettes, Frank Oz, puis il disait un peu comment il faut que tu édites un film lorsque tu utilises une marionnette. Donc il l'a amené dans la salle d'édition pour avoir des conseils. Donc c'est vraiment intéressant que Rian Johnson utilise comme des gens d'expérience, puis Frank Oz, pas n'importe qui, donc pour vraiment comment bien couper les scènes pour donner une meilleure appréciation du film. Un petit clin d'œil, fun fact aussi, Rian Johnson mentionne l'inspiration de la salle du trône de Snoke. Pourquoi c'est rouge comme ça? Il dit c'est inspiré de l'opéra Madame Butterfly, qui a un décor complètement rouge. Je sais pas si vous connaissez, c'est un opéra où est-ce que le personnage principal c'est une geisha. Mm-hmm. Et puis c'est très très rouge autour. Donc il dit toutes les draperies en arrière il a été inspiré de cet opéra-là. Une des scènes préférées de Johnson, il dit c'est la scène entre Holdo et Léa. Donc quand ils ont la discussion avant que Léa quitte pour dans sa navette pour Crate. Donc il a vraiment adoré ce va-et-vient-là entre Holdo et Léa, un peu comme la scène de Luke et Léa à la fin. C'est une de ses scènes préférées. Puis parlant de Holdo, bien sûr, il a parlé du sacrifice en hyperespace et un peu qu'est-ce qu'il mentionnait dans la scène de Lighting the Spark. Dans mes derniers commentaires, on parlait justement de la scène entre Luke et Léa. Johnson voulait absolument que Luke et Léa se rencontrent dans le film. Fait qu'il cherchait comment il pouvait faire ça sans nécessairement amener Luke sur Crate physiquement, parce qu'il voulait une mort calme et respectueuse pour Luke. Il voulait pas nécessairement une mort grandiose, puis il y a eu l'idée de la projection.
il réfléchissait, il disait que si j'aurais fait un duel physique entre Luke et Kylo Ren, probablement que Luke aurait gagné. Et puis mais vu que Kylo devait survivre, il pouvait pas vraiment utiliser ça. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de faire une projection plutôt, puis que c'est vraiment un combat passif parce qu'il n'y a aucun contact physique. Donc l'idée de la projection est venue de là. Puis ça a permis à Luke et Léa de se rencontrer quand même. Et la dernière note que j'ai pris, l'avant-dernière note que j'ai pris, c'est vraiment, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où est-ce qu'on voit l'espèce de plan aérien, où est-ce qu'on voit Kylo Ren et les Stormtroopers rentrer dans la base de Crate. On la voit aussi dans la bande-annonce. Il dit c'est volontaire, c'est un rappel à la scène de Anakin Skywalker, juste après qu'il soit devenu V2, quand il rentre dans le temple Jedi suivi des Stormtroopers. C'est exactement une reprise de cette scène-là, l'épisode 3. Qui a repris, il montre un peu que Kylo Ren est devenu un peu l'équivalent de son grand-père, une espèce de Vader qui mène ses troupes pour aller éliminer qu'est-ce qui reste de la résistance ou des Jedi en fait, quand il rentre dans le temple Jedi dans l'épisode 3. Mon Dieu, il a pu faire une référence à la prélogie. Eh oui! Et puis, ma dernière note, c'est que c'est là que je me suis rendu compte que Rey avait vraiment les 2 morceaux de sabre de Luke dans le Millennium Falcon. Et voilà, c'était mes dernières notes. Donc, tu vois, c'est tous des petits détails, c'est plus des faits divers qui disent « Oh, l'inspiration pour tel truc, c'est ça. L'inspiration pour tel autre truc, c'est ça. Ah, j'ai fait telle technique pour ça. » Mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour l'expliquer, parce que le film continue pendant ce temps-là. Hein. Il n'y a pas le temps, comme dans un documentaire ou une feature, de s'expliquer autant. Donc, c'est très des petits détails rapides. Donc, c'était quand même intéressant. Je vous suggère de l'écouter. Vous allez apprendre... je pense que j'ai donné beaucoup des détails que j'ai pris en note. Le reste, il explique. C'est dit, là, c'est la scène. Ah, vous voyez, Gareth Edwards est là. Ah, ici, vous voyez, c'est mon frère qui vient de descendre la rampe. Des trucs comme ça. C'est sûr que j'ai pas tout noté, mais il donne des petits détails comme ça. Il dit, cet acteur-là, je l'adore. Il dit, j'adore travailler avec Adam Driver, des trucs comme ça. Donc... c'est plus des petits clins d'œil ici et là qu'il va vous mentionner dans les commentaires audio. Mais c'est quand même très intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, je sais qu'il y a très peu de gens qui écoutent les commentaires audio. Mais c'est quand même intéressant il complète un peu ses visions de qu'est-ce qu'il dit dans le documentaire, etc. Donc, ça vaut la peine. Donc, sur ce, messieurs, si on donne un commentaire général sur tout ce beau rendu que Lucasfilm nous a fait, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le Blu-ray documentaire à vous procurer absolument. Que vous êtes fan de Star Wars, que vous ayez aimé ou pas le film, ça vaut la peine quand même de prendre, d'avoir le Blu-ray pour tous les documentaires qu'il y a. Puis aussi, comme je vous dis, ceux qui ont l'équipement audio-vidéo, vous avez un très beau démo pour montrer à votre famille, vos amis, quoi que ce soit. Moi, je le recommande fortement comme JF. Ça vaut absolument la peine de rentrer dans votre collection de home video Star Wars. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup. On le sait que ça va sortir en coffret plus tard. Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu de bloopers de rajouter au Blu-ray. Mais ils sont sur YouTube. Ils ont été mis sur YouTube par Walt Disney. Donc, écoutez, on fait avec. Mais juste pour le documentaire, là, faut que ça soit rajouté à votre collection. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est le Blu-ray le plus complet de la franchise Star Wars. Écoute, il y a tout là-dedans. Là. La seule affaire qui manque, c'est un mini-documentaire sur la musique de John Williams. Les bloopers, ça me surprendrait pas qu'ils rajoutent ça dans un futur coffret. Mais vraiment, on apprécie beaucoup plus le travail de Rian Johnson. Peu importe ce que les gens disent sur ce gars-là, il a mis le temps qu'il fallait pour ce film-là et il démontre clairement qu'il est un méga fan de Star Wars. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans le documentaire. C'est un gros fan de Star Wars. Puis malgré qu'il y a une vision différente puis que c'est probablement nécessaire qu'il y ait une redirection de la franchise, il voit vers le futur. Il voit pas vers le passé, il voit vers le futur. Puis ça, c'est quelque chose qui est démontré dans le documentaire et dans tous les extraits. Donc, ça peut renouer certains détracteurs au film. Je l'espère, parce que on n'a pas besoin d'un fandom puis d'une communauté déchirée comme on a présentement. Je pense que ça peut peut-être renouer certains qui avaient hésité à retourner le voir au cinéma. Réécoutez-le au moins une fois, puis sinon, regardez comment on fait un film.
c'est un film de cette envergure-là, c'est hallucinant. Donc, je suggère à tous, comme vous avez dit pour le documentaire, si vous pensez qu'un film, ça se fait facilement, là, attention. C'est pas pour rien que ça coûte cher des films. Donc, c'était mes commentaires. Donc, avant de conclure l'émission, on a eu quelques commentaires de fans. Donc, Jean-François, peux-tu nous mentionner qu'est-ce que les gens sur Facebook nous ont laissé comme commentaire? Oui, alors, si je vais avec Vivien Do, son commentaire dit « Ce sont de très bons suppléments. Le making-of est le meilleur que j'ai vu depuis celui de l'épisode 1. Il aborde toute la production sans langue de bois et avec très peu de propos marketing typiques à « c'est le meilleur ». Le passage sur Carrie est très émouvant. Le reste est intéressant aussi, même si j'ai aimé des modules sur la musique et le travail sonore comme sur les DVD de la prélogie. Les scènes coupées m'ont en revanche déçu et je suis content qu'elles ne soient pas dans le montage final, tellement elles auraient alourdi littéralement le film de cet humour typé Marvel qui ne me fait pas rire personnellement. J'ai bien aimé la scène entre Luke et Rey. J'ai adoré aussi la scène rallongée de l'infiltration à bord du croiseur s'il n'y avait pas eu ce passage en trop de Trooper qui met la main aux fesses. Bref, dans l'ensemble, c'est très bien et enfin du niveau de la prélogie en termes de qualité. Donc, tout l'inverse des bonus de l'épisode 7 qui m'avait énormément déçu. C'est vrai que l'épisode 7, c'était vraiment poche. Tu sais, les scènes coupées, il y en avait pratiquement pas, puis écoute, il y avait rien, là. Je sais qu'ils voulaient probablement encore cacher certaines choses, mais écoute, il aurait pu faire beaucoup plus, là. Ça doit dépendre aussi du réalisateur. Peut-être JJ, c'est pas son genre de faire des trucs extra en arrière-scène ou quoi que ce soit en plus. Mais peut-être que pour l'épisode 9, il va être forcé à le faire. Peut-être Kathleen Kennedy va dire « Ouais, c'était pas mal bien ce documentaire-là. Faudrait qu'on fasse la même chose pour la suite. Mm-hmm. » Moi, je dis je vais aller filmer, là. Demandez-moi, je suis volontaire. Je vais le suivre avec une caméra tout le long du tournage. Pour répondre à la question de Lucas, en fait, on y a déjà répondu. Lucas Dupont qui se demande si le making-of du film vaut plus le coup que ceux que nous avons vus sur les derniers films. Ben oui, tout à fait. Puis c'était suivi de Damien Nirel qui lui nous dit « Moi, j'aurais aimé comprendre pourquoi dans la scène où Snoke se fait tuer, on nous montre le sabre laser qui tourne vers Snoke, alors que juste voir la main de Ben aurait créé l'effet de surprise. » Puis il y a quelqu'un qui a fait un petit montage qui a mis ça sur YouTube, là, qui nous montre juste la main de Kylo qui tourne et non pas le sabre qui tourne à côté de Snoke. Donc ça, c'est pas particulièrement expliqué dans les scènes coupées ou dans les documentaires, mais bon, c'est un choix éditorial. Non, mais je pense dans les commentaires audio, Ryan le mentionne que c'est volontaire. Il dit Kylo Ren est arrivé dans la salle de trône avec, à ce moment-là, il savait qu'il voulait tuer Snoke dès qu'il est arrivé. Et puis tout menait à ça. Puis il savait qu'il allait truquer Snoke avec le sabre. C'était volontaire qu'il faisait tourner le sabre, là. Il s'était réfléchi, etc. Bon, enfin, c'est ça qu'il a dit dans les commentaires qui était tourné avant que le film sorte. Donc, y a-t-il d'autres commentaires? On a un dernier de Marc Dor qui dit « Simplement pour le premier documentaire de production, cela vaut le prix d'achat. » Définitivement. Donc, merci à tous d'avoir laissé vos commentaires. Donc, on va conclure là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce qu'on vient de discuter par email à studio@starwars.direct ou sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct. Le Blu-ray qui sort bientôt en France. Peut-être que vous allez écouter notre émission seulement après, mais laissez quand même vos commentaires, donnez vos appréciations sur le documentaire, etc. Vous pouvez aussi faire ça sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de nous laisser des bons commentaires sur iTunes. Puis si vous allez sur YouTube voir nos versions YouTube, donnez un petit thumbs up en passant. Ça nous aide toujours. Messieurs, comment qu'on peut vous rejoindre sur Internet? Moi, c'est sur Twitter à GF Dark Jedi. Et moi, c'est sur Facebook. Vous pouvez chercher Sébastien Minot ou via la page de siteclub.net. Pour ma part, c'est sur Twitter à l'usager Danny Pépin. Comme prochaine émission, on n'a pas vraiment rien de prévu. Ron Howard a mentionné qu'elle allait avoir une autre bande-annonce, donc on peut imaginer qu'on va faire une émission sur une autre bande-annonce.
Je sais qu'on veut faire une émission de spoilers avant que le film sorte sur Solo, donc on faut réfléchir à ça aussi. Il y a le roman Solo aussi qui va sortir, pas la novélisation, mais le roman de la Shot qui aussi qu'on va avoir à lire, etc. Donc on a plein d'émissions à venir. On va essayer de vous préparer certains trucs. Donc c'est ça, on sait pas quand c'est quoi les émissions à venir, surveillez nos réseaux sociaux. Je vais vous rappeler aussi que Star Wars en direct va être présent à la 20e édition de Génération Star Wars et Science-Fiction, qui va être le week-end du 28-29 avril 2018 à QC en France. Donc on va enregistrer un épisode devant public le samedi 28 avril de 17h à 19h dans l'espace Jakku, immédiatement après la présentation de Planète Star Wars. Donc nous on va avoir 2 heures. Donc, venez nous rencontrer et participer avec nous à l'animation. On va parler de 3 sujets plus particulièrement. Donc, la division dans la communauté Star Wars et l'élan de négativisme envers la franchise. Deuxième sujet, on va parler de qu'est-ce que vous voulez voir de la trilogie de Johnson et de la série de films de Benioff et Weiss. Et finalement, vivez-vous une saturation personnelle envers la franchise Star Wars, autant film, TV et tout type de produits dérivés. Donc, c'est les 3 sujets qu'on veut discuter, qu'on espère que vous allez discuter avec nous en ondes aussi lors de l'enregistrement. Donc, merci à nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Making Star Wars France et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, de la part de Jean-François Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.